Bonjour à toutes et à tous. Oula 103e numéro de Passion Foot. La forme. Eh oui, je suis en très très grande forme. Non, en vrai, je suis complètement crevé. Mais ça n'intéresse personne, Grishka. Ils veulent l'émission, ils veulent pas savoir si tu vas bien. Bon, bah on s'en fout. On va commencer, donc je vais vous donner présentement nos chroniqueurs aujourd'hui. Eh, t'as vu comment je rame. Mallory et Gabriel. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et donc au programme de ce 103e numéro, en première partie de la Ligue 1, retour sur Lyon-Guingamp, le retour sur l'actualité du PSG, Monaco, 2 points de perdus à Caen, Marseille et Bordeaux ont-ils dit adieu à l'Europe, les coups de gueule et coups de cœur des chroniqueurs. En deuxième partie d'émission, nous allons parler de la Première Ligue, mais également des huitièmes de finale, retour de Ligue des Champions, du moins ceux de cette semaine. Et en troisième partie d'émission, en ce moment, ça devient une mode dans l'émission, un petit débat sur justement l'intégration de la vidéo, puisque la vidéo va être expérimentée dès la saison prochaine. Voilà. Du coup, on lance un jingle et on débat tout de suite après. À tout de suite. Le chauve là, mettez-lui la misère au chauve. Play 15 years, never seen referee in this shit country. Don't even deserve PSG should be in this country. C'était catastrophique, mais moi quand je les vois jouer, je m'ennuie. Sincèrement, voir jouer Monaco, c'est une purge. Voilà. Monsieur, vous êtes un con et un incompétent. Même touche tout d'abord, c'est quoi cette touche de merde? C'est pas comme ça une touche. Champion, mon frère! Donc je vous assure, il y aura des buts et du spectacle. Première partie de Passion Foot. Je suis en très grande forme dans les lancements. On commence par la Ligue 1. Et le débrief, comme d'habitude, du match du dimanche soir. Bon, là, c'était pas une énorme affiche par rapport aux dernières semaines. C'était Lyon-Guingamp. Lyon auréolé de sa très belle victoire contre Paris dimanche dernier, contre Guingamp qui restait sur 4 matchs sans victoire. Bah là, on en ajoute une 5e. Score final 5-1 pour l'Olympique Lyonnais. C'est rude quand même. Hein. C'est rude, c'est très très rude, mais bon... Au final, la logique a été respectée. On y reviendra en détail. Je donne le nom des buteurs de tête. Hein. Guézal, doublé de Lacazette, un but de Cornet et un but de Le Mettre contre son camp. Et Erding avait réduit le score à 2-1 pour Guingamp. C'est ça. Et score à la mi-temps de 3-1. Oui. Voilà. Oh, parfait. Très bonne mémoire. Dans un match, pour le coup, qui a été plié assez rapidement dès le premier quart d'heure avec... Lyon qui marque 2 buts très rapidement, notamment le premier dès la première minute avec on peut le dire, des fois on tape beaucoup sur l'arbitrage. Là, l'arbitre a pris entre guillemets la bonne décision, même si à part d'après certains, notamment les supporters guingampais, il y aurait eu une faute au départ de l'action de Maxime Gonalon et ensuite l'action s'est déployée et il y a eu une énième faute ensuite sur un Lyonnais. L'arbitre a laissé jouer. Il y a eu le but. Oui, puis ça fait partie des consignes de début de saison sur les petites fautes de laisser jouer l'équipe qui attaque. Oui. Enfin, c'était logique. Donc là, bon, le débat, tu peux, de toute façon, ils auraient refusé celui-là, ils en auraient pris quand même 4 autres. Hein. Enfin, on peut jamais. Mais enfin, vu la domination lyonnaise sur le match, je voyais pas Guingamp s'en sortir. Quoi. Grosse entame, oui, des Lyonnais. Hein. Dès le départ, on sentait dès les premières minutes de jeu que ça, enfin pour moi en tout cas, que ça allait donner peut-être pas un score aussi fleuve à la fin, mais qu'en tout cas Lyon gagnait le match. Ils ont très très bien débuté. Guingamp, enfin je sais pas, on parlera peut-être de Guingamp après. Oui, t'inquiète. Mais Lyon en tout cas, pour rester sur Lyon, j'ai trouvé un bon match et même dans le jeu, j'ai trouvé, on va en reparler, au niveau offensif, des choses très intéressantes. Surtout en première période. Il y avait une statistique que j'ai retenue vite fait de mémoire. Je dois être à 1 ou 2, 3 mètres en marge d'erreur, mais en gros, la ligne de récupération du côté lyonnais, c'était en gros pratiquement la moitié de terrain, ou limite même légèrement au-dessus, et Guingamp, c'était 28-29 mètres sur les 15-20 premières minutes. Donc, ce qui montrait que la ligne de récupération côté lyonnaise était très très haute, et que Guingamp, du coup, a été très replié sur son camp. Ce qui a donné cette victoire logique côté lyonnais. On va commencer par les tops et les flops de cette rencontre, étant donné que c'est pas une énorme affiche, on va pas non plus s'étendre très longuement sur le match. Surtout que Lyon a écrasé le match, donc finalement une fois que t'as dit ça, t'as fait un peu le tour, quoi. Voilà. Du coup, on va commencer côté lyonnais. Dans le détail, qu'est-ce qui vous a plu? Alors moi c'est la charnière offensive, Lacazette, Guézal, Cornet. Je trouve que c'est assez fluide entre eux, ça jouait bien.
je vais être méchant, mais 2 matchs sans Valbuena, on a vu que c'était. Ah bah ouais, tu me l'enlèves un peu, ouais. Non, mais que pour moi, sans Valbuena, c'était beaucoup plus fluide dans le jeu, ça se projetait mieux vers l'avant. Voilà, tout simplement. quelque chose que vous n'étiez pas dans l'émission la semaine dernière. Non, moi j'étais pas là. Non, voilà, Claire. et Gabriel non plus. C'était un des arguments que j'avais donné, c'était le fait que après cette victoire contre le PSG, Lyon se devait de reconduire cette même ligne offensive, et pour le coup on a la confirmation. Après ça ne reste que Guingamp qui a quand même pris 4 buts contre Bordeaux, 4 buts contre Lorient, 2 contre Angers, donc voilà. Après pour Lyon ça change rien. Non. Ils sont En net progrès. en progrès. Oui, en progrès. Ils ont aligné 2 victoires, ce que toute équipe de Ligue 1 arrive au moins à faire. Le problème, c'est qu'après, ça coince pour la 3e. Donc, on va voir si Lyon parvient. Et justement, ça sera la question suivante après les top et flop. J'ai un peu cherché, j'ai trouvé Monaco, sauf que Monaco, il y avait dedans, il y avait des coupes et l'Europe qui se mélangeaient, mais en championnat, il y a jamais eu plus de 2. On parle de l'attaque, mais il y a aussi, je pense, d'autres joueurs qui me viennent à l'esprit aussi. Il y a Darder, oui. Qu'on pensait pas, enfin, il faisait ses matchs, alors il a jamais été mauvais, enfin on l'a rarement épinglé parmi les mauvaises notes, mais là il prend vraiment l'ascendant. Disons que c'était correct, sans plus. Voilà, et là il prend vraiment l'ascendant, il a l'air vraiment à l'aise et il participe au jeu. Voilà. Je sais pas si c'est de la progression ou c'est simplement qu'il s'est mis en confiance, qu'il est à l'aise dans le système de jeu. Peut-être intégration aussi. Et qui se montre. Un nouveau pays, une nouvelle façon de jouer au c'est pas foot. facile quand t'arrives, tu parles pas la langue et tout. Et c'est un joueur qui a quand même du talent. Enfin. Non, puis on n'en parle pas assez. C'est au final le fait de s'adapter aussi à un nouveau championnat, le championnat espagnol et le championnat français, c'est pas la même façon. Ma seule question sur lui, c'est de savoir est-ce que c'est de la progression ou pas. Et si c'est pas de la progression, est-ce qu'il en a une de marge de progression? Est-ce qu'il peut faire encore mieux et continuer à avancer? Ou est-ce que c'est le même joueur qu'en début de saison, sauf que c'est un joueur qui ose plus, qui se montre plus? Et alors c'est une forme de progression, mais en tant que joueur de football, genre qualité de jeu. Dire que le PSG, je dis pas que je regrette de pas avoir pris Darder. Je dis pas ça. On le saura qu'à l'avenir si le PSG aura eu des regrets de le recruter ou pas. Mais en début de saison, avant de prendre Stambouli, Paris était aussi sur Darder et ils sont ensuite mis sur Stambouli. Et quand tu vois le niveau technique du pauvre Benjamin Stambouli, j'ai rien contre lui, mais malheureusement il n'est pas fait pour jouer dans ce PSG actuel. Stambouli, c'est pas le mauvais joueur que tu fustiges, c'est le mec que tu vois qui fait tout ce qu'il peut, mais qui est limité. Que c'est pas suffisant pour le PSG. Alors ça irait très bien dans une équipe de une autre équipe de Ligue 1. Une autre équipe de Ligue 1, oui. Même pour Saint-Etienne, voilà, par exemple. Voilà, 4-5e, quelqu'un qui va aller chercher. Mais pas pour la Ligue des Champions. Non. Maintenant, si. À part Darder, il y a aussi en défense. Il me semble qu'on l'a pas mal décrié sur pas mal de matchs. Sur Ngabiwa, quand il fait un bon match, on peut le dire. Ouais. Non, oui, c'est vrai. C'est le joueur qui, sur le match, a touché le plus de ballons. Oui, enfin, tu me diras, il a pas été non plus. Mais il a pas fait. Il a pas fait d'erreur. Mais il a pas fait d'erreur. Alors, est-ce que même dans les relances, je veux dire, c'était pour une fois. Est-ce que lui aussi, c'est un joueur il est difficile à analyser. Après, parce que... Est-ce que c'est comme à Montpellier où il avait Elton à côté de lui, là, il a Umtiti à côté de lui. Il a eu des phases dans les clubs où il a joué où tu te dis mais ce mec là a un niveau international, et d'autres matchs où tu te dis mais ce mec c'est Ligue 2 quoi. Ce mec tu te demandes son irrégularité quoi. La copie d'Eliakim Mangala quoi. Oui. Dans le style. Un peu ouais. Et donc on a parlé côté lyonnais, côté Guingampais, toute l'équipe pour moi. Pas top, mais pourquoi toute l'équipe parce que pour moi en fait elle a été incapable de sortir du pressing qui a été mis par Lyon pendant tout le match en fait, et a été étouffée par Lyon. Donc en fait je peux pas ressortir un joueur qui a été l'animation offensive. Je l'ai de mémoire, c'était Giresse c'était dans un 4-4-2 classique pour Guingamp. Giresse à gauche, Salibur à droite et attaque Erding, Jimmy Briand. Et puis c'est même pas parce qu'ils ont refusé le jeu, c'est que les mecs ont été tellement pressés parce que le 4-4-2 c'est pas une compo où tu restes justement avec une ligne de récupération dans tes 30 mètres quoi. C'est pas fait pour, donc ça veut dire que c'est l'équipe d'en face qui t'a vraiment pressé. Et alors Guingamp je comprends pas, c'est quasiment les mêmes joueurs que l'année dernière et ça marche plus. C'est inquiétant cette année.
Et il y a plus que il y a combien de points sur Ils ont 3 points d'avance sur le Gazec, qui a un match en moins contre Marseille ce mercredi. La différence, c'est que l'année dernière, défensivement, c'était déjà friable, mais il y avait, on va dire, parfois du jeu et tout ça. Et là, cette année, il y a le manque de confiance, plus. L'année dernière, c'était au mental. C'était encore l'année dernière. J'ai l'impression que c'était une éternité, mais la Coupe d'Europe, c'était la saison dernière. T'avais Claudio Beauvu. Oui, déjà. Salut Camille. Oui. Et puis surtout, t'avais le parcours en Coupe d'Europe qui, mine de rien, t'a apporté un peu de confiance aussi. Mentalement, les mecs, ils se sont dit, on arrive à gérer en Europe, on est capable on peut de aller faire. loin, voilà. Mais là... Et Beauvu Mandane. Ouais. Étaient là, et là, les deux ne sont plus là. Je dis pas que, par contre, les autres attaquants guingampais sont pas mauvais, mais. Ouais. Non, ça aide, d'avoir Beauvu dans l'équipe. Tout simplement meilleur. Maintenant, une question d'ordre général, maintenant, sur l'avenir des deux clubs. On commence par l'OL. Est-ce que Lyon est maintenant lancé à la chasse de l'AS Monaco? 6 points d'écart, c'est ça, entre les deux équipes. Et puis, j'ai peur que, on fasse une redite un peu dans le programme quand on parlera de Monaco, mais. Dans ce cas-là, concentre-toi alors dans la réponse sur l'OL. Je trouve que c'est difficile à en répondre sans le mettre en face de Monaco. Mais en face de Monaco, mais en parlant plus de Lyon. La dynamique de Lyon est clairement meilleure que celle de Monaco. En tout cas pour l'instant. Après Monaco, c'est tellement illisible cette saison. Mais non, mais et je pense que je sais pas si je serais d'accord là-dessus, mais c'est l'impression au fait que t'as l'impression aussi côté lyonnais que le jeu a été retrouvé. Oui, voilà. En dehors des résultats, c'est la manière de jouer qui a été retrouvée. T'as l'impression de revenir à la saison dernière, la deuxième partie de saison. Ça me fait un peu penser à ça, ce que j'allais dire. T'as les joueurs qui sortent un peu de l'infirmerie. Lacazette, Fekir le 9 avril. Oui, Fekir qui va revenir. Alors je me demande, on est toujours un peu dans le psychologique tout ça, mais moi j'aime bien ces aspects-là. Est-ce que le fait pour les gars de savoir que ça joue bien, qui retrouvent une forme de cohésion, de jeu collectif, de progression, de savoir qu'il y a le crack, parce que on dit ce qu'on veut, il s'est blessé. Il va revenir. Mais ce mec-là est monstrueux. Mais ce mec-là prend la place de soit de Ghezzal, soit de Cornet. Voilà. Et se dire qu'il y a le mec qui chasse derrière, ça force les mecs à se mettre minable pour garder le poste, et en sachant que derrière, il y a le copain qui revient, parce que c'est les mecs, il y a ce côté-là qu'on parle, l'académie OL, tout ça, mais mine de rien, c'est des gens qui ont grandi ensemble. Et qui se connaissent par cœur, et que même s'ils sont concurrents, ça les empêche pas, je pense, d'être potes pour l'instant. Bon, après Cornet, en l'occurrence, lui, c'est un messin. Un autre élément intéressant, c'est quand une équipe commence à avoir le choix, on va dire, pour son 11 de départ, ça veut dire que l'équipe va plutôt bien, quoi. Par contre, on en revient toujours à, même avec l'arrivée de Fekir, ça met encore Valbuena encore plus. Ah oui. Je pense que Valbuena est pas un mauvais joueur, sauf que Lyon est une erreur pour lui. C'est que il est pas fait pour ce que veut faire Lyon. Et je maintiens que ils vont le traîner comme un boulet, comme ils l'ont eu avec Gourcuff, d'une manière différente, parce que Valbuena lui n'est pas blessé, mais non. C'est son salaire qui est quand même, je le maintiens, ce sont les chiffres plus élevés que Gonzalo Higuaín, par exemple. C'est du 5,5 millions annuel pour Valbuena, qui avait signé, il me semble, pour 4 ans. Donc t'as encore 3 ans à tirer avec lui à 5,5 millions par an. Un joueur qui a 31 ans, donc qui de toute façon ne va pas apporter grand chose. Il faut qu'il se méfie très sérieusement, Valbuena, parce que l'Euro c'est pas gagné. Non. Même si ça fait Malheureusement, je le dis à chaque émission, j'ai peur que Deschamps soit complètement aveugle. Et ce qu'il a dit, notamment, il me semble, dans le Canal Football Club, il le dit, Valbuena est bon en sélection. Oui, mais le problème, c'est que ça déroge à sa règle à lui, où il faut être bon en club et jouer. Et là, il ne joue plus assez régulièrement en club pour être appelé. Et pas assez bon de toute façon pour être appelé. Ouais. Non, puis quand tu vois devant, je pense qu'il y a ce qu'il faut en équipe de France maintenant, quoi. Oui. C'est ça. Une fois que t'as fait Martial, Griezmann, Benzema, tu dis putain les mecs. Puis même encore, tu peux ajouter si Payet, hein. Oui, non, alors Payet t'oublies. Mais Kevin Gamero. T'as ce trio là derrière, tu mets Pogba, potentiellement cette équipe de France est monstrueuse. Ouais. Et puis sauf si tu mets le Matuidi actuel. On en parlera sur le PSG. C'est toujours derrière, on n'a toujours pas de défenseur très très haut niveau. Même dans les remplaçants en équipe de France, je le mets pas en premier. Mais bon, il est moins fort que Giroud. Oui. Mais bon, on n'est pas dans un débat équipe de France. Oui, puis tu peux rajouter Giroud derrière en pivot. En remplaçant, je parle. Ouais. Ça dépend de l'équipe que t'as en face de toi. Oui, c'est ça. Toujours. On va revenir sur Lyon-Guingamp, on s'éloigne un peu à cause de Valbuena, puis celui-là il nous aura tout fait, même cassé notre émission. Guingamp, on a pu gagner depuis 5 matchs. Donc je l'ai dit, 3 points d'avance sur le 18e, le Gazec d'Ajaccio qui a un match en moins contre l'OM ce mercredi. Le club est-il sur la mauvaise pente? Oui. Non.
Non mais voilà, enfin les matchs parlent pour eux quoi. 5 matchs sans victoire c'est un parcours et de relégable, 15 hein. buts encaissés sur les 4 derniers matchs. Bah oui, C'est voilà, surtout... c'est un parcours de relégable. Après, comme d'habitude, ça Non, parce dépendra que si t'as 3 équipes moins bonnes derrière. Après, quoi. je sais que c'est pour troller, Camille. Mais par exemple, si tu compares à Angers. Non, mais là, t'as 29 matchs joués. Angers a pris 29 buts. C'est-à-dire que, C'est ça. certes, ils ont pas une bonne attaque, mais c'est 29 buts inscrits quand même. Pour une équipe qui est nulle en attaque. Mais, voilà. Le minimum pour au moins se maintenir, je dis pas pour jouer l'Europe hein, et ni pour être champion, parce qu'il y en a qui pensent vraiment qu'en n'ayant qu'une bonne défense tu peux réussir quelque chose. Non, mais pour se maintenir, ça peut être largement suffisant de savoir défendre. Et malheureusement, Guingamp. Puis surtout que derrière le championnat est tellement resserré que. Non. Mais du coup, on va vraiment avoir une question. C'est surtout savoir ce que va faire le Gazélec mercredi contre l'OM. Là, on aura vraiment un élément de réponse. C'est OM Gazélec. Non, c'est Gazette OM. Tu sais le match qui avait été reporté il y a quelques jours. Si Ajaccio gagne, ils reviennent quasiment autant avec, Marseille à la maison, j'aurais dit bon. Le nul il gagne même plus à l'extérieur, donc en ce moment, il gagne plus. Il peine contre Granville. Là. Ouais, mais les Gazélec, les mecs, tu les vois qui souffrent à chaque fois qu'ils Le Gazélec n'a pas gagné un match de l'année 2016 en championnat, donc. Non, les mecs souffrent et c'était prévisible. Donc restons sur Guingamp. Mais Guingamp, du coup, je vais donner le calendrier histoire de vous donner. Oui, parce que ça voilà, c'est une idée de ce qui peut Guingamp, donc prochaine journée, donc ce week-end, qu'on pronostiquera. D'ailleurs, vous devez me donner les pronostics. Hein. Saint-Etienne à domicile. Ensuite, ils iront à Reims, équipe qui est pour l'instant ex-aequo avec eux, il me semble 32 points. Ensuite, ils recevront Montpellier, qui est encore dans la lutte pour le maintien, mais il faudra voir ce que ça donnera Montpellier dans 3 journées. Ils recevront Paris. Et ensuite ils iront à Rennes. Ils reçoivent quand Paris mois d'avril. Donc ça peut être au moment où pendant l'écart quoi. Pendant l'écart quoi. Si Paris. Donc voilà, si Paris fait comme le dernier match en laissant de toute façon on s'en fout, c'est pas important. Oui, ça peut faire un point ou même perdre. Ils peuvent gratter un point, mais concrètement sur les 3 prochains matchs, le plus important c'est Reims quoi. Ah, clairement. Même si Reims justement des 3 matchs que je t'ai cités, c'est celui qui est à l'extérieur. Oui. Et c'était à Saint-Etienne et Montpellier au Roux-Dourou. Souvent dans des matchs comme ça. Le Roux-Dourou. Alors moi ça me fait penser soit au bonbon. Et moi je pense au Pokémon. Et soit au Pokémon. C'est vrai. Voilà, Pokémon qui je le rappelle a fêté ses 20 ans, ce qui ne nous rajeunit pas. Et en gros sur le calendrier c'est pas facile. Non. Ils vont pas prendre beaucoup de points sur cette période, donc faut espérer pour eux. Voilà un truc qui va être excitant au moins par rapport à la lutte pour le titre qu'il n'y a pratiquement pas eu. Par contre, ce qui est avec le retour de Lyon, ce qui devient excitant, c'est un petit peu qui va aller en Ligue pour des la Champions. Deuxième place. Voilà, la Ligue des Champions directe. Là, parce que la lutte pour la 3e place pour moi ne sert à rien puisque de toute façon le 3e va se faire éliminer de toute façon. Pour moi, on a déjà le podium. Après, c'est dans quel ordre? À part Paris qui est déjà premier. Pour la 2e place. Monaco a eu la malchance de tomber quand Valence était bon. Oui, puis concrètement aujourd'hui, alors c'est quand même malheureux, mais pour une équipe, pour gérer l'intersaison et tout ça, faire le travail, c'est tellement plus simple de finir 4e et de savoir que tu vas jouer directement les phases directement les phases de poule, directement l'UEFA. Tu peux préparer ton équipe pour. Alors si t'es motivé, personne n'en voudra une équipe dire on est 3e, on va essayer d'aller en Ligue des Champions. Enfin. Alors que le 3e, il sait pas sur son budget s'il doit intégrer une qualification pour la Ligue des Champions qui te rapporte 20 millions quand même. Après tes joueurs, t'y vas pour aller en Ligue des Champions derrière. Hein. Oui. Monaco passe pas loin, enfin Oui, mais dis-toi que si c'est pas Monaco ou Lyon, même si c'est Lyon, je regrette, mais Lyon, on l'a vu ce que ça a donné cette année en Coupe d'Europe. Ouais, mais même t'as une dynamique qui est quand même réenclenchée. Je demande à voir. Le SAD est mine de rien sorti à l'heure. Et arrivé dans les temps. Quand même, parce que c'est les mêmes joueurs. Ah, moi je demande à voir avec le recrutement. Oui, il y aura la partie de la saison de Lyon, c'est le recrutement raté. Oui, d'accord. Toujours, mais ça a pas bonifié l'équipe. Donc si quand on parlera de Monaco, soit Monaco finit 2e, soit vaut mieux laisser passer la 3e et aller chercher la 4e. Hein. On change de sujet. On passe au Paris Saint-Germain. Voilà. Non mais tu peux en parler. Ils sont des champions. Retour sur l'actualité. Très rapidement sur la qualification à Saint-Etienne. Donc après la défaite à Lyon, les Parisiens qui ont été sérieux. Oui, très peu mis en danger. Oui, clairement. Match maîtrisé dans l'ensemble, victoire méritée largement. Il y a eu un petit grain de sable, c'est la faute de Levin Kurzawa avant la mi-temps qui aurait pu
relancer Saint-Etienne. Et le début de match de Saint-Etienne, pendant 10 minutes, ils ont fait, essayé, on va dire, c'est ça. et puis après, très vite, le PSG a pris Bardet la main monté. dessus, sur le match, c'était fini. Ouais, après, voilà, il y a eu le penalty, où on s'est dit peut-être, ça va relancer Saint-Etienne, et puis très vite derrière, le troisième, enfin, pas vite, mais le troisième but parisien les a... En tout cas, pas mal, soi-disant, la mésentente entre Ibrahimovic et Cavani. Oui. On l'a vu sur le match de Reims. Là, match contre Saint-Etienne, Ibrahimovic qui met parfaitement dans la C'est profondeur ça. à Il marque Cavani. pas, mais il fait marquer. Exactement. Donc là, pareil qualifié Ouais, c'est pour pas le les duo demi. fusionnel, mais il y a des moments où ça marche quand même. Les mecs sont quand même des bons joueurs. Hein. Et Mais oui, non, mais on a l'impression que tu vois qu'ils peuvent pas se faire des passes, etc. Alors qu'au final, ils Si. s'en font. Et là, sur ce match de coupe, c'était presque l'équipe type. Hein. Enfin, oui. Enfin, il y avait beaucoup de hormis joueurs quand même. le milieu de terrain qui Oui, était quand même assez on est dégueulasse. C'était Mota, Stambouli. Mota, Stambouli, Rabiot. Oui, je crois Oui. que c'est ça. Et mais j'ai vu une avec un joueur, un jeune Attends. joueur. Non, Non. c'est le milieu français. Oui, C'est oui. Stambouli, Oui, c'est Stambouli, Matuidi, Ah Rabiot. ouais, c'est ça. Oui, il y avait pas Mota. Il y avait pas Mota. Ouais, Il y avait pas Mota. Ensuite, le match contre Montpellier. Alors là, beaucoup de changements. Ouais. Les arrivées de Kipembe, un milieu Stambouli, Rabiot, Nkunku, Mais là, qui faisait son premier match en Ligue 1. Ah bah voilà, c'est lui que je cherchais. tu sentais vraiment C'est sur celui qui fait à peu près 1m60, une cinquantaine de kilos. Il avait fait ses premières apparitions. C'est moi, quoi. Il a fait ses premières apparitions dans le groupe pro pendant la tournée. Ouais. Et c'est un physique, mine de rien, qui est assez rare maintenant dans les. Ça fait et surtout dans le foot français. Oui. Où Oh bah, on n'aime pas non, ce dans genre le de foot français, gabarit. on en a eu quand même. Oui, mais je veux dire, dans la formation aujourd'hui, Oui. quand même, Et puis même globalement, enfin, dans l'information je générale. regarde en Espagne, les gens de petite taille. Oui, mais ils sont quand même au-dessus d'1m65, 70 quand Pour un même. premier match, ça va, il a pas été génial, il a pas fait de conneries, c'est le principal, c'est ce qu'on lui demandait. C'est ça. Et sur ce match. Et sur le match, Blanc, on sent qu'il a vraiment géré avant le match de Chelsea, il voulait pas de blessés. La première mi-temps, les 10 premières minutes ont été très bien. Oui. Il y a eu la transversale de Cavani, puis il y a eu l'arrêt de Pionnier, puis après il y a Di Maria qui a plusieurs fois quand même bouffé la feuille de match, comme on dit. Les deux joueurs, c'était Di Maria et Cavani, qui en gros titulaires entre guillemets. Bon, on trappe le gardien, mais. Ouais, on va en parler juste après, justement. Voilà. De mais ces bon, titulaires. sur ce match, on sent clairement que voilà, la Ligue 1 maintenant, ça reste même le truc où tu peux faire mais tourner j'ai l'équipe, vu quoi. et un mot justement sur les sifflets du Parc des Princes à la fin du match. Moi, j'ai un sentiment très personnel justement sur en plus ce qui est devenu le Parc des Princes, mais je comprends pas. Ça sert à rien de siffler. Ton équipe écrase la Ligue 1, Blanc fait pour le coup, on va en parler justement de sa gestion, mais contre Montpellier logiquement tourné parce qu'il veut éviter les blessures, et d'ailleurs il le dit, je préfère avoir fait match nul et ne pas avoir de blessés que de gagner et avoir eu des blessés dans ce match-là. Oui, puis surtout qu'il a le vécu là-dessus sur les blessures. Dernière contre Caen, en plus, il a bien joué puisque ce match, il perd pas de. En plus, on perd. Au parc, et en plus, malgré une défaite et un match nul sur les deux derniers matchs, on ne perd pas de points par rapport au deuxième. Oui, mais voilà, justement. Bon. Paris peut justement se permettre de faire ce genre de choses grâce à l'avance qu'il a accumulée en Ligue 1. Moi je suis partagé, c'est-à-dire que les deux avis se défendent dans le sens où oui, t'as cet aspect-là où voilà, tu fais tourner, t'évites les blessés, tu brades un peu ton match parce que tu te dis que c'est pas forcément l'important, t'as l'avance suffisante parce que tu l'as creusé, mais tu peux te dire aussi quand même cette équipe elle a tellement d'avance, lâchez-vous quoi, lâchez-vous, jouez, faites-vous plaisir notamment pour ceux qui jouent peu. Faites-vous plaisir, soyez ça, ils se sont fait plaisir. Soyez pas dans la gestion. Ça viendra entre les matchs de Ligue des Champions, mais pas à ce moment-là. On en parle aussi, encore de Laurent Blanc, mais quand il y a des absents, etc., il a le droit de tester des nouveaux schémas tactiques, de tester des nouveaux schémas tactiques. Et surtout, on reparle de Stambouli, mais qu'il arrête de l'utiliser comme si c'était Matuidi, tu sais, le mec qui est capable d'aller vers l'avant. Stambouli n'est pas capable de se projeter. Au mieux, Stambouli, justement, là où tu le sentiras mieux, c'est tu le mets devant la défense. Il fera pas des longues ouvertures comme Xabi Alonso, etc. Mais il fera son taf défensif. Juste deux choses sur la gestion. On va dire que le PSG, il a retenu les leçons de l'année dernière, c'est-à-dire il veut beaucoup d'avance pour les matchs de Ligue des Champions parce que l'année dernière c'est ce qui avait manqué avec les blessés. C'est exactement ce qu'il fait cette année. Donc on va dire que c'est plutôt bien joué. Tu parles de se lâcher, et cette année il y a beaucoup plus de matchs où on gagne avec des 4-1, 3-1. C'est pour ça que t'as pris les joueurs ont pris un peu l'habitude de voir le Paris faire un peu le spectacle et y aller. Et bon, qu'il y en a qui sifflent, peut-être siffler, mais être un peu déçu en se disant, j'aurais quand même aimé voir quelque chose, surtout quand tu vois que les mecs payent pour voir ça. Ouais, mais le problème c'est que tu siffles alors que
t'as rien fait pendant le 90 minutes. C'est ça. Pour avoir été dedans. Le problème, c'est que t'as la tribune qui est réservée aux gosses, là, en quart de virage, en côté Auteuil, en tribune présidentielle, faisait plus de bruit que les 50 blaireaux en Auteuil. Mais le problème du public actuel, c'est que c'est un public, entre guillemets, qui veut sa petite personne, et en gros, là, il vient voir un match, il n'y a pas de jeu, il est pas content. Il vient voir un spectacle. Voilà, et du coup, quand il n'y a pas de spectacle, il va voir un spectacle comme s'il allait à l'opéra, comme s'il allait au cinéma, etc. Bah, au prix que tu payes, oui. Alors que les vrais, mais justement, au prix qu'on paye, justement. Alors, je défends absolument pas la politique de tarifaire du PSG. Moi, j'ai renoncé, je voulais aller voir PSG Monaco, j'ai renoncé. Loin de là, t'étais pas obligé d'aller en parkage. Oh bah attends. Mais je sais bien, moi-même qui vais aller voir Nantes-Angers le week-end prochain en parkage, justement, c'est rien de plus beau. Non mais justement, sur la politique tarifaire, ça me permet d'en parler. Il y a eu une remise justement, moins 50% dans ce PSG Montpellier en quart de virage, justement parce qu'ils étaient incapables de le remplir. C'est incroyable qu'avec ce genre d'équipe, tu ne sois pas capable, sachant que Paris brasse quand même beaucoup de fans, et puis c'est comme une ville très peuplée, etc. Puis ça dépasse même le cadre de la ville, c'est la région, que tu sois pas capable de remplir un stade de 45 000 places. Bah oui. C'est clair. Quand tu vois la gueule des virages au moment de l'entrée des joueurs, c'était aux 3/4 vide. Ça, c'est un problème parce que c'est des abonnés là-bas. J'ai failli voir le parcage, le virage de Monaco. On n'était pas loin quand même, hein. C'est celui qui cache avec une bâche pour oublier qu'il y a des sièges en dessous. Et ben justement, PSG Monaco, ça sera le prochain match au Parc des Princes. Je ne doute pas que tu veuilles rester pour regarder la suite de ce match après le taf. Oui, mais je serais pas. Comme je le fais jamais, je l'ai fait qu'une fois, je saurais pas où aller. Alors, maintenant, le vif du sujet, ce qui nous intéresse évidemment côté parisien, c'est le match contre Chelsea mercredi. Ça y est, maintenant, Laurent Blanc, tout le monde, maintenant on a le droit d'en parler, hein, parce que c'est un mot tabou lors de la dernière conférence de presse. Est-ce que, et je me tourne en premier quand même vers Gabriel, c'est lui le supporter parisien, même si tu as le droit d'avoir un avis, hein, Valo. Bah évidemment, encore heureux, on est en démocratie, monsieur. En quoi? Est-ce que tu es confiant, Gabriel? Plutôt. Après, j'ai d'autres questions. Plutôt confiant. Par rapport, je veux dire, sur l'ensemble d'une saison, le Paris Saint-Germain me semble plus fort que Chelsea au niveau de la qualité, si tu prends individuelle de chaque joueur. La qualité intrinsèque de l'équipe. Voilà, si tu veux, la qualité intrinsèque de l'équipe sur ce qu'on a montré depuis le début de saison. Chelsea a du mal en championnat cette saison, ils ont eu du mal à démarrer. Il y a des joueurs comme Eden Hazard qui ont cette année pas encore montré l'étendue de leur talent, on va dire. Après, voilà, en Ligue des Champions, on sait, une équipe comme Chelsea est capable de, sur un match, tenir le coup et tenir le rythme. Au match aller, ils perdent que 2-1, donc pour eux, c'est une défaite, mais avec ce but à l'extérieur qui fait que s'ils gagnent 15-0, c'est eux qui passent. Donc c'est ça, en fait, qui m'inquiète un peu. Il faudra que Paris marque un but, ou moins. T'as pas envie de revivre ce qui s'est passé il y a 2 ans. Bon, après, le score était de 3, là. C'est ça. Non, mais disons que voilà, la différence entre ce match-là et celui d'il y a 2 ans, c'est que là, on part pas dans un matelas confortable, donc voilà, ça va obliger le PSG à garder le même style de jeu, c'est-à-dire possession du ballon et jouer l'attaque, même à Londres, contrairement à il y a 2 ans où Laurent Blanc avait complètement failli et joué pour ne perdre qu'un 0. Le piège pour le PSG, c'est ça, c'est-à-dire se dire on va essayer de tenir le maximum et si on prend un but, on va essayer d'attaquer après. Faut faire directement son jeu. Et pour Chelsea, le piège pour Chelsea, c'est en gros on va tenir le maximum et essayer de marquer sur un contre. Ça aussi pour eux, s'ils font ça, je pense que ça passera pas. Voilà, je donne un peu les éléments pour les deux équipes. Sachant que l'équipe attendue pour côté de Chelsea, après on sait ce que c'est, hein, ça peut varier les compositions d'équipe, mais celle qui serait annoncée, c'est la même qu'au match aller côté londonien. Côté Paris. Et côté Paris, justement. Alors, je vais donner moi mon avis sur l'équipe. Après, quelle tactique a adopté? Bon, ça, de toute façon, ça sera la même. Ça sera 4-3-3. Ça, de toute façon, c'est Laurent Blanc, voilà. Les défenses centrales, c'est Thiago Silva, David Luiz, Maxwell. Et après, à droite, ça. Marquinhos ou Van der Wiel. C'est là où il y a l'interrogation. C'est tellement le genre de match où je fais jouer Kurzawa, tu vois. Ah non. Non. Moi, je verrais bien sur ce match. Il va beaucoup trop vite pour les Anglais. Marquinhos. Parce qu'il me paraît plus solide.
Après, tactiquement, faut Tu voir vas pas si... Chelsea pour défendre, tu vas pour marquer. Moi, je dirais plutôt Marquinhos, mais après, est-ce que tactiquement, il faut Tu mieux vois, mettre justement, Van Der si tu Vel mets un défenseur comme Marquinhos, tu es obligé de mettre Maxwell de l'autre côté pour avoir un Voilà. équilibre au niveau des latéraux, quoi. C'est ça. Tu peux pas te permettre d'avoir un latéral qui va jouer à fond l'attaque et l'autre qui va rester derrière. Ça, au niveau de l'équilibre de l'équipe, soit t'as 2 défenseurs, 2 latéraux qui montent, soit t'as 2 qui milieu sont de un peu terrain, plus milieu de sécurisants. terrain, je pense que Verratti sera titulaire. Avec alors, Thiago Motta. j'espère que ça va marcher. Apparemment, Verratti, s'il joue, ça sera sous infiltration de toute façon. Ouais. Ce qui est en général pas bon parce qu'en général ça Non. aggrave la blessure. Mais Verratti, les nouvelles seraient pas bonnes apparemment. J'ai cru comprendre que c'est son pied en gros qui part vers vers la droite et du coup c'est ce qui crée son problème de pubalgie qui part et qui revient, etc. Et du coup pour réparer ça, en gros, soit c'était l'opération, soit c'était du travail en salle. Verratti a refusé l'opération, donc il travaille en salle pour guérir ça. Mais... C'est moi ce qui m'inquiète sur ce match, c'est si on a ni Pastore ni Verratti, on va mettre qui? Non, Pastore il sera là, t'inquiète. Il est pas blessé. Hein. Tu confonds avec Matuidi. Hein. Non, Matuidi apparemment c'est bon. C'est non, ce mais qu'il Pastore disait il est là. Benjamin. Hein. Sûr? Il est au moins dans le groupe. Hein. Parce que moi j'ai eu une info comme quoi il joue pas. Ah non mais attends. Qu'on soit bien d'accord, Pastore est dans le groupe. Ah, il est dans le groupe. Non, c'est ce que tu crois. Je parle pas de là pour Pastore, je parle pas de titulaire ou pas titulaire. Je parle d'être dans le groupe. Okay, bon, déjà, il est pas blessé. Il est rentré contre Montpellier. Il a été titulaire contre Saint-Etienne. Il revient bien. Donc ça peut être une option. Pour le coup, il n'en ressent plus de douleur. Di Maria qui a joué contre Montpellier est revenu Di Maria, aussi. bon. Donc justement, ce Matuidi, milieu, tu dis Motta. Oui, Motta sûr. Moi, j'aimerais bien, du coup, s'il y a Pastore, le mettre. Si Verratti peut pas jouer. Peut pas jouer. Et Matuidi, s'il est en forme, le mettre aussi. Parce que je pense que dans un milieu... Moi, j'étais limite... Enfin, c'est mal de dire ça, surtout quand on est supporter d'un club, et de souhaiter la blessure d'un joueur. Mais limite, pour le jeu que doit avoir le PSG... J'étais content de voir Matuidi se blesser et penser qu'il soit absent contre Chelsea parce que j'aurais voulu... Alors, je t'explique. On va peut-être trouver ça trop offensif et trop osé. Mais j'aurais voulu utiliser Di Maria dans ce rôle-là, comme il faisait au Real Madrid, tu vois, relayeur gauche, Motta, Verratti. Donc alors là, pour le coup, t'as des joueurs de ballon, là, et les du trois. coup, tu rajoutes Lucas avec et du coup, Cavani. Je mets Lucas, Cavani, Ibra. D'accord, ouais, ça peut le faire. C'était ça. C'est pas mal, ouais. Non mais système. Oui. J'y ai pensé, mais je me suis dit Blanc le fera pas parce que je pense pas qu'il prendra un risque. Et si Verratti c'est pas là, Pastore quoi. Mais oui, voilà, c'est ça. Mais moi en fait j'avais pensé à ça, mais je me suis dit est-ce que Blanc le mettra ou alors Lucas sur le banc en remplaçant pour apporter de la vitesse et Pastore à sa place et en gros dans une tactique idéale au départ il est sur le côté mais il peut en gros se déplacer passer en 10 et tu sais Cavani revenir dans l'axe avec Ibra et que ça se transforme en un 4-4 de losange. Je pense que Cavani débutera le match par contre. Tu penses aussi? Ouais. Ah justement du coup toi tu dis en gros tu vois le milieu traditionnel Motta Matuidi Verratti. Si le milieu Verratti. Traditionnel ça sera Cavani je pense devant et avec Ibra et Di Maria du coup. Et Di Maria oui. Mais dans ton cas de figure du coup tout le monde pourrait jouer. Mais du coup toi tu vois Lucas sur le banc comme Pierre Ménès par exemple dans le CFC. Je pense ouais parce que Blanc je pense qu'il va vouloir avoir Cavani pour un repli défensif au cas où pour les contres ou des choses comme ça. C'est vrai que pour le coup pour Cavani ce n'est pas négligé mais j'ai tellement de mauvais souvenirs des matchs de Cavani à Chelsea les 2 dernières années. Là ce que je te donne c'est moi je me mets du point de vue de Laurent Blanc. Moi ça veut pas dire que moi je souhaite que Cavani débute le match mais je pense que Laurent Blanc limite je le souhaite. Et pourtant je le pourris sur son nombre de matchs récemment mais il est très très utile. Mais, oui, voilà, j'espère il sera utile pour j'espère que je n'avalerai pas ma langue la semaine prochaine après ce genre de propos mais c'est vrai que Cavani sur les matchs à Chelsea avec Paris ça n'a pas été très bon. C'est l'année dernière ça a été un tir sur le poteau. Bon après quand même une bonne participation dans le jeu sachant que PSG avait joué quand même 90 minutes à 10 et il y a 2 ans là par contre sur la défaite 2-0 une pléiade d'occasions manquées. Oui. Disons que l'année dernière il fait le poteau mais il participe au repli défensif ce qui nous a peut-être permis de gagner à la fin. C'est ça. Donc maintenant l'avis de Mallory sur Chelsea PSG, ta confiance, tout ça, enfin. Eh ben alors je suis un œil peut-être plus objectif. Je suis sûrement trop utopiste parce que c'est Laurent Blanc, mais sur un match comme ça où tu sais que tu dois marquer de toute manière,
parce que sinon tu te mets Ouais. gravement en danger. Je commencerai le match avec une équipe ultra offensive. Ultra offensive, même les latéraux ultra offensifs. En gros, pour marquer le 1 but Pour tout de mar- suite. Tout de suite, mettre la pression immédiatement et essayer de marquer le plus vite possible. On t'écoute. D'ailleurs, t'as la liberté pour faire les changements si besoin est, et faire entrer des joueurs un peu plus défensifs qui vont un petit peu monter et bloquer les latéraux d'en face. Mais je commencerai par quelque chose de très offensif. C'est pour ça que tout à l'heure je te parlais par exemple de Kurzawa pour créer ce déséquilibre là. Qui pour moi il faudrait faire quelque chose comme ça. Alors après oui t'as la cohérence, genre par exemple si tu mets Marquinhos, voilà, vaut mieux mettre Maxwell, tout ça, mais je pense que ce serait la bonne stratégie, c'est tout de suite les presser. En plus ça surprendrait Chelsea, je pense, parce qu'ils s'attendent à la compo qu'on se donne, donc ils se préparent. Mais si La compo de Gabriel. voilà, en tout cas. si Paris arrivait avec un truc ultra offensif, je pense que ça perturberait Chelsea, qui serait obligé de faire des réajustements, et ce serait le moment justement de marquer. Une fois que t'as marqué ton premier but, voilà, tu te mets un peu à l'abri, et derrière t'as un peu l'esprit plus libre pour peut-être jouer plus défensif. Et ce qui est intéressant dans ta tactique, c'est si après tu prends l'autre, tu prends genre 2-1, il y a quand même prolongation, et si toi tu perds, oui. si toi Voilà. tu perds en Pitié, j'ai mettant pas- un deuxième but, tu voilà. passes. Pitié, j'ai pas envie de revivre des prolongations de Chelsea. Non mais voilà, Ah, mais ce que je veux dire, c'est que son cas de figure nous laisse un matelas. Si tu mets Oui. le premier Voilà. but et qu'après t'en prends deux, tu dis au pire si t'en mets un deuxième et que tu perds le match 3-2, tu Par passes. pitié, par contre, qu'on me dise pas que ça ne change rien, parce que des fois dans Non, les, ça change pas les rien, commentateurs, par exemple, tu gagnes le match aller 2-1, je te parie que le commentateur va te dire qu'à 1-0, ça change rien. Mais bien sûr que si, ça Si, change ça change, tout. bien sûr. Paris Ah, est oui, ça- éliminé parce Bah que oui. grâce au but à l'extérieur de Chelsea. Mhm. C'est ça. J'espère ne pas entendre ça sur Bein mercredi. Bon, Alors, ça tu peux aussi dire ça change pas grand chose dans la mesure où si tu veux te qualifier, il faut quand même marquer, quoi. oui, Voilà. Et Après un non, 0-0, parce que un 0-0 te fait passer. qualifie. Un Oui. partout. Après, te fait c'est passer. très rare les 0-0 sur les matchs Oui, retour, mais Voilà. c'est Puis tu possible. flippes quand t'as 0-0, tu flippes quand même, hein. Non, mais Ah bah là, de oui. toute façon, Paris, s'ils y vont avec l'état d'esprit de faire Comme 0-0, ça toi, passera. Alors, Comme toi qui a même quand même pas mal flippé alors que t'avais gagné 3-1 à l'extérieur. C'était quand même pas Voilà. mal. Alors, il y a un truc que je ferais par contre dans cette équipe très très offensive, c'est Mhm. que je compenserais un petit peu ces latéraux qui seraient ultra offensifs par peut-être un milieu un peu plus rugueux. Un milieu, alors je saurais pas quel Ah bah si, maintenant t'as dit, donc maintenant laisse-nous imaginer. Mais les rugueux, ouais. oui, ça. quel joueur mettre un milieu un Rugueux, peu en plus Je suis en solide. train d'imaginer parce que t'es genre rugueux. Bah déjà Mota, voilà. Oui, C'est mais pas- ça, c'est plus fils de pute que rugueux. Oui non mais c'est là qu'il faut parce que mais- c'est Chelsea en face, hein, c'est pas les Mota, mecs qui vont Oui, pas. mais alors là pour le coup c'est pas un fils de pute, hein, Chelsea, c'est Oui. Mais quand même une bonne dose, hein. Mota, dans tous les cas de figure, sera titulaire. Voilà. Ça, c'est sûr. Donc quelque chose d'un peu plus dur au milieu pour un peu justement libérer un petit peu ces latéraux qui vont beaucoup plus monter, parce que en face si ça monte beaucoup, je crois que Chelsea va quand même essayer de passer plus vers l'axe, je pense, dans sa tactique, parce qu'ils vont essayer de prendre dans le dos, mais dans le dos, même si on parlait de Kurzawa, il a pas défensivement des gestes ultra, mais par contre il peut redescendre super vite, ne serait-ce que pour freiner l'action. Et derrière t'as les défenseurs centraux qui Bah, si David Luiz est au niveau actuel, Voilà. non, bof, mais s'il est au niveau du match retour Voilà. contre Chelsea. là, Donc oui. je compenserai un petit peu ces latéraux moins défensifs par un milieu qui serait un peu plus dur. Voilà. Dans ce cas-là, milieu Après plus je dur, suis c'est- très loin d'être un expert tactique et tout ça, mais c'est quelque chose que je pense que Non, mais moi c'est je très ferais. bien, on n'en parle pas si souvent Ça que ça peut de être la tactique. intéressant, ouais. Donc, allez, espérons que Paris se qualifie à Chelsea. On revient maintenant un peu à notre actu Ligue 1. Hein. L'AS Monaco, qui a fait rêver en Ligue des Champions de l'année dernière. C'était beau. 2 points de perdus à Caen, donc Et- match nul 2 partout. Ouverture du score côté monégasque avec un coup franc de Lemar, ancien justement Canet. Voilà. Pour le symbole. Égalisation. Très beau coup franc, d'ailleurs. Canet de Ferret sur penalty après ouais. une main de Wallace, c'est ça? Oui, c'est Wallace qui fait la faute. Ensuite, le 2-1 pour Monaco. Yaya contre son corps avec un super super geste Ouais. technique de Bernardo Silva qui a cassé le rein de, Oui, parce que- de Damien Da Silva. Parce qu'on a longtemps parlé de ce qu'avait fait Ben Arfa sur Monaco justement, mais là on est sur un truc qui était quand même d'une violence. Ah, puis en plus, il y a eu le but. Oui, derrière ça mène le but parce que de toute façon si c'est pas lui qui la met, derrière il y a un monégasque qui a plus qu'à la pousser. Donc Oui, mais je te rappelle que celui qui est juste derrière pour la pousser, c'est notre Traoré. oui, mais ça, là, je pense que celle-là, il la met quand même. Là, il y a, voilà, quitte à se jeter, tu sais, juste pour faire barrage, je pense qu'il la met. Mais oui, En enfin, première période, au niveau du jeu, par contre. Oh putain.
je vais vous le dire honnêtement. Oh là là. Je vais vous le dire Je crois que c'est la pire mi-temps de Ligue 1 de l'année. La pire, je sais pas, mais parce qu'il y en a eu des mauvaises. Hein. Mais ce Caen Monaco, au bout d'une demi-heure, j'ai rebalancé sur le multiplex Ligue 2 tellement je m'emmerdais. Ah oui, non, mais par il y avait contre, rien. la deuxième mi-temps, Oh là là. l'inverse. Oui, c'est vrai. C'est C'est la première qui qui était a horrible. vu valu dans l'équipe une note de 3 étoiles sur 6. Parce Ouais. qu'en effet, ça valait 0 étoile le premier temps. Ouais, et oui, ça non, valait mais 6 c'est la super la deuxième mi-temps, vraiment. C'est souvent Et Monaco. puis, ouais. Et puis cette égalisation dans les arrêts de jeu de Christian Kouakou venu du Tour FC. Ouais, qui fait le but. Le retourner après Ouais. une déviation de Yaya, il me Ouais. semble. Et puis Monaco qui a, dans les arrêts de jeu tout au bout, qui a une occasion de malade. De la tête, je ne sais plus qui c'est, et c'est par contre une superbe, un superbe arrêt manchette de. Et tu vois tous les joueurs Monaco qui mettent la main sur la tête en disant mon Dieu, quoi. Mais moi, honnêtement, je vois Vercoute repartir et tout. Et il fait un arrêt. Est-ce que ça, 9 fois sur 10, ça fait but, hein? Ah bah. Parce que. Elle est bien placée, hein. Cet arrêt-là, il faut le sortir, Elle quand est bien même. placée, elle m'a mis pratiquement. Parce que même, hauteur. tu peux le toucher, et puis elle claque dans le but, hein. Oui, voilà ça. Monaco, cette année, j'ai l'impression de voir toujours la même chose. C'est-à-dire, il y a des moi, j'ai l'impression de jamais rien comprendre à ce que je vois. Des moments dans les moi, matchs. Je comprends rien à Monaco. Oui, voilà. T'as des moments, ils jouent pas du tout bien, et après, ils se réveillent un petit peu, ils marquent des buts, et. Oui, parce que t'as des matchs qui sont super intéressants, quoi, mais. Bah, et s'ils sont deuxièmes, c'est que voilà. Il y a des trucs en fait, Monaco, à tous les matchs, t'as des phases de 15-20 minutes, mais qui sont d'un niveau exceptionnel. Et après, t'as 15-20 minutes qui sont d'un niveau très faible. Très moyen, et il y a des alternes comme ça, tu comprends pas pourquoi. Et je sais même pas si le coaching est à mettre en cause là-dedans, parce que c'est merde, il a anticipé ma question. Parce que c'est souvent c'est les joueurs qui font le jeu qui d'un coup se mettent à disparaître, quoi. Ouais, mais honnêtement, par exemple, on parle de la tactique justement, 78e minute, Bernardo Silva sort, Raji rentre. Et ça fait du coup Raji qui passe en défense et Fabinho qui monte au milieu, c'est ça, pour densifier le milieu. Et en gros, t'as perdu le contrôle du match, hein, en soi, et du ballon. T'as vu la réponse de Jardim à la conférence de presse quand on lui parle du jeu de Lyon, il répond que nous, au moins, on prend les points. Mais non, là, Lyon prend les points aussi. Non, ce que j'ai pas aimé chez... Autant je peux comprendre, et notamment je comprends au niveau de la bouche de Stéphane Moulin et même d'autres, des fois que sur certains matchs, l'arbitrage peut être mis en question, mais sur ce camp Monaco... Non, mais il le remet tout le temps, je pense. Parce que là, il a dit qu'à 2-1, en gros... Il y a un penalty oublié et ça faisait 3. Ah bon, bah je savais pas qu'un penalty tire, alors, surtout en Ligue 1 cette année, il y a quand même je crois un penalty sur 2 qui est loupé, donc je pense surtout que il a eu les boules. Alors je me trompe peut-être, mais je pense que Jardim tient beaucoup à la paix dans son vestiaire, et que en conférence de presse c'est hors de question qu'il dise quoi que ce soit sur son équipe, il se contentera de les déglinguer lui-même en face à face, et que bah voilà, il va dire bon bah l'arbitrage était nul. Comme ça lui permet de répondre à la question qu'on lui pose, et puis après il s'en va. Parce que Ligue 1, c'est le cas. Visiblement, quand voilà, il y a eu les articles sur Martial, le recadrage et tout ça qu'il avait suivi, tout ça, Jardim est pas un tendre. Il a l'air comme ça, mais c'est visiblement un mec qui est pas facile du tout à vivre, qu'il faut pas trop faire chier. Donc je pense que c'est surtout voilà, il esquive, et puis derrière il règle ses comptes d'homme à homme, quoi. Mais oui, alors le changement, tu mènes 2-1, tu fais rentrer un défenseur, il reste 10 minutes, tu te dis bon. Quand en plus, sur les derniers matchs, l'offensif de Caen c'était pas spécialement ça. Donc tu te dis bon, a priori ça peut le faire. Mais en plus le but, je pense que t'aurais Bernardo Silva, il rentre tout pareil, hein. Parce que c'est pas Bernardo Silva qui aurait tenté de défendre là-dessus. Donc je sais pas si le coaching est à mettre en cause après commencer avec Lassina Traoré et Chidjilé. Surtout qu'en plus tu viens de signer le contrat pro de Mbappé là. Qui alors t'as l'impression de voir le cas Martial, quoi, ce mec là. Alors va falloir être très très prudent avec ce garçon là. Oui, parce qu'au début m'avait pas du tout impressionné. Non, très très prudent, mais voilà, plus il joue, mieux il est. Et puis c'est marrant, hein, dans sa négociation du contrat, à un moment on a parlé récemment d'un intérêt du PSG. C'est pour ça qu'à mon avis Monaco a dû accélérer. Il y a eu un intérêt, alors si je dis pas de bêtises, de Naples. Je sais pas, moi je connais juste celle du PSG parce que je l'avais lu dans un et d'un club espagnol, je sais plus si c'est Valence ou Bilbao. Ah bah non, ça peut pas être Bilbao, il est pas basque. Je crois que c'était Valence. Alors je dis peut-être une bêtise, hein, mais j'ai vu passer quelque chose comme ça. Enfin bref, il a intérêt de voilà, fais-le jouer, voilà, tu viens de le signer, fais-le jouer, Lassina, c'est bon, quoi. Il est très gentil garçon. Voilà. Il a été pris pour aider
un pote russe. Voilà, il a été pris pour aider, et il a fait quelques matchs intéressants, des bouts de match, mais enfin, si tu veux dominer ton terrain en attaque, tu mets pas Lassina Traoré, surtout que t'as des mecs qui montrent, enfin, je veux dire, quand t'as Moutinho, Silva, Lemar sur un terrain, enfin, tu vois que les connexions entre les trois, ça marche super bien. Et quand Monaco a bien joué, c'était ces trois-là qui tournaient, quoi. Le problème, c'est que la multiplication des matchs nuls fait que le matelas d'avance se réduit Justement, fortement. 3 nuls de suite à Ah l'extérieur. oui, et puis quand tu vois le calendrier de Monaco derrière, Justement, je vais le donner. Il est vilain, Reims à domicile. Paris Pas donc facile. à l'extérieur, ensuite réception de Bordeaux, match à Lille. Bordeaux qui nous bat à chaque fois, je sais pas comment. Ouais, mais là c'est pas Bah ça fait pas quoi à Bordeaux là. Ça fait 4-1 à Bordeaux. Lille, c'est où? Ils nous ont battus en coupe. Oui. 3, on a pris 7 buts en 2 matchs quand même contre 3, Bordeaux. c'est la défaite 3 à Bordeaux, c'est la dernière défaite de Monaco. Oui. Bah oui. Il me semble. Oui, tout confondu, oui. C'est ça. Parce qu'après en Ligue 1, c'était Angers. C'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, hormis Angers, j'avais oublié ce match et pourtant, qu'est-ce que c'était beau. Hormis ce match, oui, la dernière défaite, c'était Bordeaux. Donc j'ai dit, donc réception de Bordeaux. Ensuite ils vont à Lille, ensuite ils reçoivent Marseille et ensuite ils vont à Rennes. Ça c'est un calendrier pas facile quand même. Voilà. Donc c'est pas évident. Et en plus tu vas à la dernière à 37e journée. 37e journée Lyon. Ouais. À Lyon, je crois. Si j'ai pas En de... plus. À Lyon, ouais. Donc oui, parce que j'ai pas souvenir de Lyon-Monaco à Gerland. Non, il y a le match nul. Le point fort de l'équipe, tu l'as dit, c'est qu'ils perdent peu. Ah bah ça, mais match par contre, Monaco et Lyon à Monaco, ça on y a l'habitude. Hein. Oui. Que c'est chiant. L'équipe perd peu, donc ça c'est un point fort. Le Le problème, Monaco c'est de que maintenant Lyon il faut transformer les nuls en victoire pour espérer garder la deuxième place. Tu te rappelles Monaco-Lyon de l'année dernière 0-0. J'étais au CFC en plus ce jour-là. Que c'était nul. Ah, bref. Donc Monaco est en danger pour sa deuxième place. Alors le plus dangereux, c'est pas tellement là de pas finir deuxième, c'est de finir troisième et de retomber comme l'année dernière à pas pouvoir budgétiser comme tu veux. Alors t'as quand même une qualité d'effectif. Mais à un moment, Moutinho, Silva ou tout ça, ça partira. Hein, donc encore. Voilà, ils les ont gardés cette année. Moutinho, visiblement, ça discutait déjà pour partir cet hiver. Donc bon. Et maintenant, on parle de deux autres clubs de grands noms du foot français, mais un peu en péril. C'est l'OM et les Girondins de Bordeaux. 2 matchs nuls pour chacun, chaque fois sur le même score, 1 partout. On va commencer, et question générale, et ensuite on fera club par club. Est-ce que ces deux clubs-là ont-ils dit adieu à l'Europe? Et on commence par l'OM, match nul 1 partout contre Toulouse. Ben Yedder avait ouvert le score. Égalisation de Somalia contre son camp sur un tir de Fletcher. Ben non, l'Europe, déjà quand tu gagnes pas un match à domicile, tu peux pas espérer être européen à la fin de saison. J'ai dit, on t'a dit adieu, donc tu me dis oui. Ah oui, pardon, oui, en effet. Oui, donc ils peuvent pas être européens. Pour moi, à partir du moment où t'arrives pas à gagner un match à domicile et à l'extérieur, pas toujours, 13e du classement, bon certes... 8 victoires quoi, 8 victoires en 29 matchs. Certes, ça va très vite, mais je les vois pas du tout finir européens. Ils sont toujours derrière Angers dans le classement. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui. Ça avance pas. Et puis Angers ne finira pas européen, ni l'équipe qui est devant, donc non, Marseille ne peut pas, je vois pas comment Marseille peut finir européen. Faut voir, déjà on va voir ce que ça donnera du coup contre le Gazélec. Est-ce que Marseille est encore en coupe quelque part? Oui, Coupe de France. Donc ouais. Ils vont jouer à Sochaux. C'est le seul moyen d'aller en coupe. Ils vont jouer à Sochaux, puis après peut-être qu'ils joueront la finale, peut-être contre le PSG. C'est le moyen d'aller en coupe, mais ouais, t'as Paris en face quand même. Sachant que je crois, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'à partir de cette année ou de la saison prochaine, le finaliste de coupe n'est plus qualifié pour la Coupe d'Europe s'il perd. Je crois que c'est en vigueur. Mais... Voilà, il me semble que le finaliste de la coupe n'est plus comme avant qualifié pour la Coupe d'Europe si le vainqueur est déjà qualifié. C'est une place qui est redonnée au championnat, ce qui je trouvais très élitiste. Mais en football, je suis élitiste. Alors je ne le suis pas dans la vraie vie, mais pour le foot, je trouve ça très bien, puisqu'au final, ça évite en Coupe d'Europe d'avoir des petits clubs représentés, quoique des fois ça pour l'honneur du foot français, des fois ça changerait pas grand-chose par rapport à ce que font certains clubs français en Coupe d'Europe. Non, mais que certains clubs qui visent un retour en Europe, typiquement quelque chose comme Saint-Etienne, qui va régulièrement en coupe, retourne maintenant régulièrement en Coupe d'Europe, la récupération de cette place, voilà, ça peut leur assurer, dire on a fait notre truc, on finit peut-être 5-6e et on retourne en Europe encore. On y va. Et ça permet d'avoir une sorte de continuité, et puis il y a que comme ça que de toute façon tu peux développer quelque chose. Donc
Bordeaux, match nul contre le Gazélec, but de Diabaté contre son camp et contre son camp. Non. Sur penalty, pardon. But de Diabaté sur penalty, égalisation de Larbi pour le Gazélec. Diabaté ne peut pas marquer contre son camp, il n'est jamais dans son camp. Et donc match nul contre le Gazélec. Alors là, pour le coup, c'est totalement différent de Mitchell, puisque Mitchell, lui, t'as l'impression qu'il y croit encore. C'est pas sa faute à lui. Il se remet jamais en question. Sagnol, je dis pas qu'il se remet en question, mais en gros, il dit que l'Europe c'est mort. Bah oui, il est pas complètement débile non plus. Hein. Mais ça chauffe pour lui en ce moment. C'est pas une bonne phase. Hein. Non, puis surtout son président ne il y avait eu la petite stat qui est sortie que Bordeaux n'a jamais fini au-delà de la 7ème place depuis 7-8. Non, hormis le titre. Oui, hormis le titre évidemment. Mais... Voilà. Mais pour être européen, il faut qu'il finisse quoi, 6ème. Bah, je pense 5ème. 5ème, ouais, ça va être chaud. 5ème, voire 6ème, ça dépendra des affiches des finales. Hein. Si le PSG est dans les 2 finales, bah ça sera 6ème. Ouais. Donc voilà, vous m'avez donné vos avis sur la Coupe d'Europe. Maintenant, on passe au coup de gueule et coup de cœur des chroniqueurs. On commence par Gabriel, puisqu'il a un petit calepin devant lui. Bon, après mon coup de cœur, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais je vais essayer de développer sur Darder, en fait. Du milieu espagnol de l'Olympique Lyonnais. Donc on a dit, après une première partie de saison en deçà des attentes, on va dire, par rapport au prix qu'il avait coûté, il a bien profité des absences pour devenir un joueur qui commence à s'imposer dans le 11 type lyonnais. Il a fait une belle paire face au PSG et montré un bon visage face à Guingamp. Je trouve que c'est un joueur, on l'a dit, qui était élégant, capable de faire des différences et plutôt une bonne aisance technique. Son coup du sombrero sur Mota, c'était joli. Et l'aile de pigeon aussi pour Ghezzal, il me semble, au match. Oui, c'est ça, et qui conclut le but de Lacazette. Et on l'a dit aussi, je trouve qu'il est plus épanoui maintenant. Peut-être les progrès en langue française et la meilleure adaptation au championnat de Ligue 1. Ce qui fait que peut-être au début de saison, il était pas bon à cause de ça, parce que c'est pas facile pour un étranger de s'acclimater au championnat français. Les Espagnols qui jouent dans le championnat français, ça court pas les rues non plus. Hein. Non. Et sur le match, le dernier match, il a été quand même impliqué sur, il me semble, tous les buts lyonnais. Alors là, peut-être pas, mais en tout cas, pas trop. En tout cas, il marque. Pas toutes les actions en tête. Il marque, il fait mais une passe il a fait un très bon match. Pour Ghezzal, oui, voilà. En tout cas, je trouve que en ce moment, il est très très bon et c'est intéressant pour Lyon pour la saison. Le coup de gueule. Le coup de gueule, c'est on a un peu parlé, mais oui, malheureusement, c'est Marseille qui n'a plus gagné au Vélodrome depuis le 13 septembre. Précise l'année. 13 septembre de l'année dernière. 2015. Ouais. 2015. Ouais. Ah bah oui, 2016 c'est compliqué. Hein. Mais non, mais ça pourrait être 2014. Bah non. Je vais donner. On va peut-être être obligé de préciser l'année la saison prochaine. Oui, voilà, c'est ça. Et après 28 journées, après 28 journées de Ligue 1, c'est le plus mauvais classement depuis 2000-2001, 15 ans. Ouais. Et la dernière année de la deuxième ère tapis. Et par contre, c'est la plus mauvaise saison au niveau du classement à domicile, par contre. Ah bah ça, c'est pas bien compliqué. Et ce que j'ai pas aimé sur le match là de Marseille, c'est à la fin, il me semble qu'ils finissent avec un milieu de terrain. Ah bah j'ai rien compris. Il a voulu faire du Bielsa sans idée de directrice. Mais c'était ça montrait la détresse du entraîneur. Il savait pas quoi faire quoi. C'était limite un 4-0. Je me souviens dans le CFC Matou qui disait que Michel il voulait jouer l'attaque. Ah bah super, c'est très bien, mais ça faisait un peu un 4-0-6 ou un 4-1-5, c'était vraiment bizarre. Et comme tu dis, lui il ne sait pas le faire contrairement à Bielsa. Et pour finir sur Marseille, le coup de gueule de Mandanda pour moi il est totalement justifié. Où il dit que c'est inadmissible de pas gagner un match à domicile devant tes supporters alors qu'ils viennent à tous les matchs. Et comme tu dis, ça a été le meilleur joueur de l'équipe. Malo. Coup de cœur, je vais mettre Thomas Lemar parce que Oh bah j'attendais pas lui pour le coup en coup de cœur. Bah si parce que il est constant, il fait toujours de très bons matchs. C'est mine de rien son 3e but sur coup franc, ça devient un peu le spécialiste à Monaco. Il a mis 6 buts, c'est son 3e coup franc direct. Donc il y a jamais rien à dire sur ce joueur-là, il fait toujours un match à fond, il est toujours bon. C'est rare qu'il passe à côté. Donc voilà, simplement un mec qui progresse et qu'il va falloir garder parce que ça m'étonnerait qu'il soit pas courtisé rapidement parce qu'il est vraiment bon. Et en coup de gueule compliqué parce que j'allais dire Mitchell parce que je comprends. Alors c'est peut-être plus précis que l'OM directement, mais je comprends pas. Version 4-0-6 là. Voilà, qu'un mec qui est parce qu'il est aveugle, c'est pas possible d'être aussi encore croyant comme ça en son équipe. Alors peut-être que dans le privé il y croit pas.
Mais en tout cas, publiquement, il est toujours à fond. Il pense toujours que Marseille peut faire quelque chose. Dans une interview, il va entraîner le Real Madrid, voilà. La sélection espagnole. Donc, mais la drogue, quoi. La drogue, donc voilà, je dis entraîneur étranger, voilà, on dit toujours ça apporte autre chose, mais il vaut mieux être bon quand même. Étranger c'est bien, mais bon entraîneur c'est quand même avant tout important, quoi. C'est ça. Il suffit pas d'avoir un autre passeport pour être un bon coach, quoi. Bah en tout cas, je suis surpris dans les coups de gueule, coups de cœur surtout. Je pensais que vous auriez parlé de Dembélé, le Rennais qui a mis un triplé quand même. Aussi, oui. Bon. On n'en parlera pas. Ah bah, mais ça sera peut-être par contre l'occasion d'un débat parce que je vais donner un avis quand même. Dembélé en équipe de France. J'ai failli le mettre Dembélé. J'ai failli le mettre en coup de cœur. C'est déjà ça, oui, ça m'horripile. C'est laissez-le tranquille, laissez-le grandir, laissez-le jouer, laissez-le prendre du plaisir. Laissons-le aussi progresser tactiquement. On verra pour 2018, quoi. Mais qu'il aille pas trop vite, parce que j'ai vu l'intérêt du Barça pour Dembélé, qu'il aille pas trop vite, parce que là, ça va un peu trop pour lui. Mais voilà, parlons pas d'équipe de France. Déjà, il y en a qui vont parler pour l'Euro. Déjà qu'on en parle pour la fin de l'année, déjà ça va me. Non, pour 2018. Non, faut 2018. Il a 18 ans, 18 mois, 18 donc ça ans, va. donc dans 1 ou 2 ans, oui, on en reparle s'il maintient ce niveau de performance. Parce qu'on en a vu des jeunes pousses qui ensuite ont fait de la merde. Les derniers joueurs de cet âge-là, c'était Menez qui avait mis un triplé. Mais lui, il avait 17 ans, lui. Et 8 mois. Et bon, il a fait une carrière honnête, mais il aurait largement pu faire mieux au final. Bon, on en a fini là pour la Ligue 1. On lance un jiggle, on se retrouve tout de suite après pour la Première Ligue et la Ligue des Champions. À tout de suite. Deuxième partie de Passion Foot avec le Tour d'Europe. On a longuement parlé de la Ligue 1, mais on n'a pas oublié le reste. Et on commence par la Première Ligue. Je rappelle les résultats. Tottenham, Arsenal 2 partout. Succès de City très large contre Aston Villa 4-0. Victoire de West Ham 3-2 à Everton alors qu'ils étaient menés 2-0 à un quart d'heure de la fin. Chelsea, Stoke 1 partout. Southampton, Sunderland même score. Victoire de Bournemouth à Newcastle 3-1. Victoire de Swansea contre Norwich 1-0. Victoire très importante de Leicester 1-0 à Watford, but de Mahrez. Victoire à l'arrache de Liverpool 2-1 à Crystal Palace en ayant marqué les 2 buts en infériorité numérique avec un but sur penalty à la 96e minute de Benteke. Et victoire de West Bromwich contre Manchester United 1-0, ce qui donne pour le classement, on va donner les Européens plus les quelques poursuivants. Premier Leicester 60, deuxième Tottenham 55, troisième Arsenal 52, quatrième City 50, un match en moins, cinquième West Ham 49, sixième Manchester United 47, septième Liverpool 44, un match en moins. Puis après on a Stoke City 1 point derrière, Southampton 3 points derrière et Chelsea 4 points derrière. T'as mine de rien, United est pas si loin que ça du podium, hein. Ouais, mais non. Oui, mais non. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Ils ont 50 points, c'est ça que t'as dit, hein. 47. C'est Manchester City qui a 50 points et un match en moins. United a 3 points de moins et un match en plus par rapport à City. Hein. D'accord. Toute la saison, ils étaient pas loin du podium, mais ils n'arrivaient jamais à ils ont même été soit leader, soit co-leader en début de saison, United. Mais très vite, ça a déchanté. Du coup, on va parler de la lutte pour le titre principalement, mais voilà, Arsenal qui fait une Arsenal qui a connu des fortunes diverses et franchement leurs supporters ont dû passer dans tous les états, c'est-à-dire l'ouverture du score pour Arsenal alors que oui, j'ai lu la quête de Jonathan alors que le pauvre. Alors que Tottenham partait quand même favori à la rencontre d'Arsenal qui ouvre le score contre le cours du jeu d'ailleurs. Contre le cours du jeu par Aaron Ramsey. Donc 1-0 c'est le score à la pause il me semble si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça. Ensuite à la 55e t'as l'expulsion de Coquelin, on revient en détail là-dessus. Ensuite et en 2 minutes t'as d'abord Alderweireld le défenseur belge qui égalise et 2 minutes plus tard donc Harry Kane qui marque pour Tottenham. Et enfin, nous avons l'égalisation pour Arsenal alors de Alexis Sanchez. Et en fin de match, les deux équipes auraient pu l'emporter avec 2 actions.
Donc on peut parler de cette rencontre. Ah oui. Ben ouais, t'as bien résumé ça. Je trouve que Arsenal, je les ai pas trouvés. Cette équipe chaque année ils font un peu pareil, c'est-à-dire les gros matchs comme ça, ils arrivent pas à les gagner. Chaque année, ils ont la possibilité. Incroyable. D'être champions. Mais c'est surtout cette année, c'est incroyable parce que il faut pas se mentir. La route était grande ouverte. Faut pas se mentir. Si Arsenal on est là, c'est parce que t'as les autres qui défaillent quand même aujourd'hui, et que tu trouves Leicester justement en tête, c'est pas pour rien, même si ils méritent largement leur place. Quand tu vois les actions sur les buts de Leicester, à chaque fois c'est du total football. Mais Arsenal, je suis d'accord, qui craque comme d'habitude, fin janvier, début février, et alors qu'ils étaient premiers, voilà, ils sont à 8 points de Leicester. C'est énorme. 8 points. Vous pensez réellement que il peut y avoir des bonnes évolutions en faveur des Gunners dans cette saison? Bonnes évolutions pour la deuxième place, mais la première pour moi c'est terminé. 8 points c'est énorme et Leicester a un bon calendrier. Un bon calendrier, il y a encore quelques bonnes équipes, mais Leicester, t'as l'impression que rien peut leur arriver. Par rapport à Arsenal. Hormis, c'est vrai, moi je l'ai vu le match durant la semaine passée contre West Bromwich, où ils se font nuls 2 partout ce match-là. Mais Leicester a tellement dominé, tu me demandes comment ils avaient pu perdre 2 points, mais au final ils ont pris 1 point sur tout le monde puisque Arsenal avait perdu et Tottenham avait perdu. Ils ont en plus la chance du champion, comme on dit sur pas mal de matchs. C'est vrai qu'il y a ce côté-là. Non, je pense que Ranieri va. Je l'attendais ce. C'est fini le Ranieri deuxième tout le temps là, il va peut-être y arriver ce coup-là. Attention, c'est dans les bandes. J'ai dit peut-être. Donc là, je redis peut-être y arriver, histoire qu'on fasse pas un montage bizarre. Avec 5 points d'avance sur Tottenham et 8 sur Arsenal, il peut même se permettre un accident, voire 2. Oui. Sachant que dernière journée, je crois, Leicester joue Chelsea, il me semble. Donc Chelsea, j'ai l'impression que même l'entraîneur n'y croit pas, mais ils sont, par exemple, qu'à 7 points de la 16e place, une place en Europa League qui est encore jouable. L'Europa League, oui. Après, le reste. Oui, mais il y a encore quelques semaines, on ne croyait même pas à une qualification européenne pour Chelsea. On parlait même de maintien. Donc, mais Edding, je trouve qu'il arrive en tout cas à gérer au maximum ce qu'il peut, d'essayer d'aller le plus haut possible que ce qu'il pourra faire. Prochaine journée. Alors là, pour le coup, d'un point de vue personnel, je ne pense pas qu'il va y avoir de grosses évolutions parce que les 4 premiers, les 4 sont favoris. City va à Norwich. Arsenal reçoit West Bromwich, Tottenham va chez la Lanterne Rouge, mais vraiment nul, Aston Villa, et Leicester reçoit Newcastle. Voilà. Ouais. En gros, sincèrement, je vois 3 points pour tout le monde. Oui, la logique c'est ça. Après des 4, Arsenal est l'équipe qui est capable de se péter le plus. La preuve, on a vu Leicester se faire accrocher contre West Bromwich, donc tu te dis pourquoi pas Arsenal. Oui. Surtout que Olivier Giroud est en ce moment dans une forme légendaire incroyable, il n'est pas marqué depuis 11 matchs, je crois, à peu près. Bah ouais. Ça fait très très peur. Voilà. Oui. Personnellement, c'est un grand buteur. Hein. C'est comme le grand attaquant. Non, il faut arrêter ça. De toute façon, tout le monde. Non, mais moi je parle grand par le talent, pas forcément par la taille, mais je pense que ce qui manque quand même. On parle de la même chose. Exactement. On parle de la même chose. Non, mais je pense que. Mais pas que, parce que bon. Quand tu vois l'équipe alignée contre Tottenham, qu'ils aient réussi à faire match avec ça, parce qu'il y avait donc Setch qui était blessé, donc c'était Ospina dans les buts, t'avais Kieran Gibbs côté gauche, alors que débutait Nacho Monreal. Défense centrale, il y avait Paco Sini qui était blessé aussi, c'était Gabriel et Mertesacker. Bellerin était à droite, comme d'habitude. T'avais El Neni, leur recrue égyptienne qui vient du FC Bâle à côté de Coquelin. Ensuite, c'était Sanchez, Özil et Ramsey à droite, et c'était Welbeck qui était titulaire en pointe. C'était pas la meilleure équipe que tu pouvais mettre au départ sur le papier. Après, je pense que Giroud, les gens commencent Enfin, je pense que le débat s'équilibre un peu entre ceux qui l'adorent et ceux qui le détestent. Mais disons que la plupart de ceux qui l'adorent, ce sont les fans des Gunners, et que l'amour rend aveugle. Oui. On va toujours répéter la même chose, c'est que Giroud c'est un joueur correct, mais dans un club comme Arsenal, il faut quelqu'un d'une taille supérieure. Voilà. Moi, je pense qu'il faut il faut un super buteur. Pour moi, les deux top joueurs, ils en ont. Özil, Sanchez. Ouais. Voilà. Exactement. De classe mondiale, je parle. Et je pense que tu fais jouer Giroud au milieu de ces trois-là pour donner à l'un, récupérer ce que donne l'un, donner à l'autre via déviation et tout ça. Là, t'as quelque chose de très cohérent qui fonctionne. Oui, parce que Giroud est bon quand à côté de lui, il a des joueurs qui sont capables. Parce que alors c'est un truc intergénérationnel, mais par exemple, tu mettais un joueur comme Morientes, tu vois.
avec Giroud pour lui dévier les ballons, les trucs comme ça. Je pense que ça aurait été un truc hyper explosif. Et là, Giroud révèle son vrai potentiel, qui est quelqu'un qui a une très bonne vision du jeu et qui est capable de donner les bons ballons aux bons endroits. Mais c'est pas un grand buteur. Point. Voilà. Et puis une fois que t'as dit ça, bah ça dit pas que c'est un mauvais joueur, ça dit pas que c'est un mec. On n'a pas dit qu'il était mauvais. Voilà. Ce que j'ai dit, c'est un joueur pas correct, mais pas assez bon voilà. pour le très. C'est pour pas le très haut niveau. Voilà, c'est pas un très haut niveau. C'est pas un joueur qui tout seul est de très haut niveau. Non. Il profite. Voilà, il Du profite. travail. Il rend des très bons joueurs encore meilleurs. Voilà. C'est Par exemple, on sait que la paire Özil-Giroud marche très bien, mais que le plus brillant des deux, c'est Mesut Özil. Oui. C'est un peu l'employé de l'entreprise qui fait pas forcément beaucoup de bruit, qui a pas des idées de fou, mais qui fait que le tout fonctionne très bien. J'aime pour beaucoup ça- la métaphore. Oui, non, mais parce que pour ça, il faut qu'il c'est ait des clair. ouvriers compétents à côté. Non, mais c'était très clair. C'était très clair. Bon, étant donné que Jonathan n'est pas là, on va pas s'étendre plus sur l'Angleterre. On passe à la Ligue des Champions, ça va être assez rapide aussi. Donc PSG Chelsea, on a largement parlé. Voilà. Mais Chelsea, donc on l'a dit, même composition d'équipe normalement, donc de mémoire. Courtois, qui s'est un peu planté quand même sur Oui. le but encaissé ce week-end. Si pour faire, comme l'a dit Pierre Ménès, là pour le coup je suis d'accord avec lui, si pour faire la même en Ligue des Champions, je dis oui. Sachant que Courtois au final, notamment sur le but encaissé par Thiago Silva, il est quand même un peu avancé. Pas autant que Casillas ce week-end. Ça c'est sûr. Si vous avez pas vu la boulette, allez voir boulette Casillas, c'est quand même. En même temps, tu tapes boulette Casillas Porto, t'en as, je pense, La- on se fout de la gueule de trappe, mais Casillas la cette plus année, récente, Porto, c'est quand même fort. Ensuite, normalement, axe central Ivanovic Cahill, c'est-à-dire que le retour de John Terry n'est pas prévu, apparemment. Baba à gauche, Azpilicueta à droite, un milieu Fabregas, Mikel en récupérateur relayeur. Et ensuite, Hazard, Willian et est-ce que c'est Oscar? Parce que le dernier match à l'Est, c'était pas Oscar. Oscar était rentré en jeu. Oui. Et là, j'ai un trou de mémoire sur qui a joué. Il y a Diego Costa en pointe, mais il me manque ce joueur dans l'attaque. On va avancer, on va trouver. Benfica Saint-Pétersbourg. Au match aller, victoire du Benfica 1-0. Donc Benfica revient en forme, en tout cas au niveau des résultats, puisque Benfica a retrouvé la tête ce week-end en Liga NOS. On ne dit plus la Ligazon. La Liga Tant NOS. 1-0 contre le Sporting, but de Mitroglou qui a fait boire la tasse à la défense du Sporting. Sauf que là, c'est à l'extérieur le déplacement. Donc, À Saint-Pétersbourg. donc ça va pas être facile. Non, Le- le championnat russe qui a repris seulement le week-end dernier. Le 1-0, Faut attendre que ça Et dégèle. match nul du Zénith. léger avantage à Benfica, mais je pense que le 1-0 peut ne pas être Je suffisant. pense gros avantage parce que Sachant que le Zénith est un peu décroché, Voilà. décroché à 6 points de retard dans la lutte pour la le titre. différence de rythme entre les deux équipes est Oui, ça, pas on du est tout la d'accord. même. T'en as une qui arrive pleine bourre, qui vient de récupérer la tête. J'ai pas regardé trop la météo, ce qu'il y avait en ce moment en Russie. Non, mais je pense quand même que Benfica est assez largement favori. Derrière, bon bah voilà, il peut un peu tout se passer, hein, mais Oui. Non, mais oui, ils sont favoris. C'est mais oui, je pense que Benfica, s'ils sont prudents, Et eux, l'avantage, c'est que a s'ils priori. marquent là-bas, ça donne un Après, avantage. Zenit, c'est une équipe dont il faut se méfier quand même. Donc, Je trouve toujours pas le joueur de Chelsea, ça me travaille. Oscar, Non, Oscar, c'est Non, celui il est qui rentre rentré, en il est jeu, rentré. malheureusement. Rémi, Déconne pas non il est à plus. Chelsea ou pas? Oui, il est Bon. Chelsea. Bah, si dans ce cas-là, je dis Falcao. On rigole un bon coup. Oh, et mais puis il c'est est en bon. réserve, lui, non? Non, il est blessé. Ah. Non, ils ont pas même pris Alexandre Pato. Il a... Ok. L'escroquerie. Il était très bon au Milan, hein, mais et il a brillé en Brésil. On va voir, mais là il est un peu en cours de forme. Tu vas voir qu'il va rentrer, il va faire son Dembaba là contre Paris. Je ne le souhaite pas, mais. La Gantoise Wolfsburg, Wolfsburg qui a gagné 3-2 en Belgique, avec encore, il y avait 3-0 à un moment Voilà. donné. La Gantoise qui est revenue à 1-3, 2-3, mais ça va être compliqué, Ah oui. même si, comme au match aller, ce ne sont pas deux équipes en très grande forme. Même si Wolfsburg va un peu mieux, ils ont battu Mönchengladbach récemment, tandis que la Gantoise, dans le championnat belge, a perdu la tête, il me Oui. semble, au profit du SC Bruges de Ludovic Butel. Oui, ça commence à. La Gantoise commence à fatiguer, on va dire.
En Belgique en tout cas, et là ils perdent le match moi, aller. ils ont fait déjà honneur Oui, au c'est- pays. Ça fait quand même presque 10 ans, je crois, qu'une équipe belge n'avait pas atteint les 8e de Puis, finale de Ligue des même Champions. là ils vont pas sortir en étant ridicules parce qu'ils arrivent Ça faisait combien à de temps faire que c'était 3-2. pas Anderlecht? C'est-à-dire, je vais pas aller remonter si loin, Parce je que ne sais pense que pas. tu peux remonter très loin, mais Bah, il y a peut-être eu Gand, mais Oui. Nangan, récemment, c'était Récemment. en poule, hein, donc Oui. ils se prenaient des taux. Tu parles en Ligue des Champions. Ouais. ouais. Non, Ah mais oui. de passer en 8e. Ouais. Ah oui, de passer en Non, direct. alors T'as c'est dû avoir le standard, mais alors. Oui, il y Oui, a longtemps, oui, il y a ça, longtemps, il y a ouais. longtemps. non, oui, ça va être je pense que ça va être enfin c'est une situation qui est très compliquée pour la Gantoise parce que il leur faut minimum de buts Ouais. parce que gagner 1-0 ne suffira pas parce qu'ils en ont quand Oui, même bah encaissé oui, 3 à c'est la ça. maison mine de rien donc bon après c'est faisable hein Ouais. c'est faisable mais Ouais, mais ça va être sur la difficile. forme un petit peu sur ce que proposent les équipes notamment dans leur championnat comme tu venais de dire. Bon, ça va être difficile. Après, c'est une équipe voilà qui est surprenante et qui peut sortir le match quoi. Mais Mais déjà, s'ils sortent en 8e de finale contre Wolfsburg, ça va. Ils auront fait une belle. bah oui, une belle campagne. ils auront éliminé Lyon donc. Oui. Et Valence. Et Valence. Ouais. N'oublions pas. Qui avait éliminé Monaco. Voilà, c'est bien fait pour eux. Et la Roma qui joue le Real Madrid. Succès au match aller 2-0 du Real Madrid. Pas un grand match. Non. Je l'avais regardé le match aller. C'est buts de Ronaldo et de Jessé. Et bizarrement, depuis ce match aller, la Roma, alors pour le coup, est reparti. Oui, oui, oui. Marque des C'est buts vrai. maintenant. A retrouvé un jeu justement qui il y avait une petite discussion notamment en famille entre moi et mon cousin qui est d'origine italienne qui me disait ouais c'est normal que la Roma n'ait pas le ballon ou ne joue pas, alors que moi je disais mais tu joues à domicile, même si c'est un match aller, c'est là que tu dois mettre tes chances de ton côté. Là t'as pas tenté grand chose, t'as quand même perdu le match aller 2-0. Ça peut donner des regrets quand tu vois de la manière dont joue maintenant la Roma. Exactement. Sur les matchs suivants. Ils en plantent 4 contre la Fiorentina, 3-0 à la mi-temps. Parce que là le problème c'est que le handicap de départ fait que même s'ils font un bon là, match, j'y crois absolument pas, sachant voilà. qu'en plus à Bernabeu, on peut critiquer à juste titre le Real Madrid actuel de Zidane. Oui. Certes, sa seule défaite c'est contre l'Atlético Madrid à domicile, mais en dehors de ça c'est minimum 5 buts marqués à domicile. À domicile ça marque. 7 buts contre le Celta Vigo le dernier match avec Ronaldo à qui on lui a mis une fourchette dans le cul. Puis Zizou ou pas, c'est une équipe qui a quand même joué dans un certain style pendant près de 6 mois. Et tu réinventes pas la roue quoi. Pour moi Zidane c'est comme ça y est, je vais pas retrouver son nom, mais on pourra juger que quand il aura eu j'ai un nom moi pour Chelsea, mais j'ai pas sûr qu'il ait joué en fait, Matic, mais je sais pas s'il a joué contre Paris. Et que quand Zidane aura eu son premier vrai mercato, où il pourra dire s'il peut recruter, voilà, je veux tel joueur, machin, où il pourra faire une vraie préparation, apporter ce que lui veut amener, s'il a des choses à amener, parce que tout Zidane qu'il est, il peut se planter. C'est pas parce qu'il s'appelle Zidane qu'il va devenir un très grand entraîneur. Hein, c'est sûr. Mais on a vu des très grands joueurs devenir de très bons entraîneurs, notamment Johan Cruyff qui a révolutionné le jeu au Barça. Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est que Zidane, en tant que joueur, avait une vision du jeu et de la gestion tactique de son équipe qui était exceptionnelle. Est-ce qu'il a réussi à le transposer ça dans son nouveau costume d'entraîneur? On le verra. C'est trop tôt là. Voilà, c'est trop tôt. Il y a eu Je sais que ses détracteurs, notamment de Zidane, après il y a des preuves à l'appui, c'est que depuis qu'il est parti de l'équipe B du Real, l'équipe B du Real gagne tous ses matchs. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi dû au travail qu'il a fait pendant des mois? Je plaisante, voilà. Moi j'ai pas de position. Voilà, est-ce que c'est pas dû au travail qu'il a apporté et que peut-être qu'il y a quelqu'un qui a le remplaçant, je ne sais pas qui c'est, mais qui a apporté un petit plus, je sais pas offensif, mais bon, il y a un travail de fond quand même qui est fait. Avant, il s'agit pas de changer le 4-4-2 en 4-3-3 ou en 4-5-1, enfin peu importe. Il y a des préparations. Donc Zidane, on jugera à la saison d'après. Mais voilà, c'est une équipe qui tourne quand même le Real. Enfin, je veux dire, tu mettrais, j'allais dire, João Clodo. Il y a des chances quand même que le Real en mette régulièrement 4 ou 5 à domicile, quoi. Et fin de cette courte partie du Tour d'Europe, mais on se retrouve tout de suite après pour parler de l'arbitrage vidéo dans le foot. Ça y est, ça arrive. À tout de suite. Dernière partie de Passion Foot, la 3e. C'était moins agressif que... Ouais, peut-être parce qu'on parle de vidéo.
parce que ceci est une révolution. Parce que quand le board fait quelque chose, oulala, c'est pas tous les gens. Hein. Le board de la FIFA va donc annoncer l'expérimentation de l'assistance vidéo en 2016. C'était samedi dernier à son congrès à Cardiff et ton doigt sur le... Ah oui, pardon. Et donc dès la saison 2016-2017, la saison prochaine, il y aura une aide à l'arbitrage vidéo autorisé à titre expérimental, et donc d'ici 2 ans, ça sera, si ça convainc le board, ça sera définitivement conservé. Donc Qui propose? Alors, qui propose? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va, quoi? Alors, celle-ci sera utilisable dans 4 situations. Et on va les détailler. Enfin, on va détailler. Vous allez donner votre avis à chaque fois. Okay. 1. Déterminer si un ballon a franchi la ligne de but. Bon. Alors. On le fait déjà. On détaille maintenant ou... On détaille maintenant, t'inquiète. Ben voilà, comme tu dis, on le fait déjà, notamment en Ligue 1 avec la goal line technologie. Et je pense qu'il n'y a pas plus efficace, donc je vois pas. Oui. Peut-être ils vont chercher un nouveau système que la goal line technologie qui coûte apparemment cher. Mais enfin, comme on le disait en antenne, l'UEFA ne l'utilise même pas, sauf pour les finales de Ligue des Champions et d'Europa League. Mais t'as pas 50 solutions, c'est-à-dire que pour vérifier qu'un but a passé la ligne, soit tu colles 2 mecs, ce que ils ont déjà essayé et personne voit jamais rien, hein. Ça pareil, les humains ils l'ont fait. Soit tu mets des caméras partout et tu modélises la position du ballon. Et ça s'appelle la goal line technologie. Donc globalement, je pense que ce que tente de faire, c'est voir s'il n'y a pas un moyen plus économique d'utiliser ce système. Voilà, peut-être avec des trucs un peu moins chers, ou peut-être des caméras de nouvelle génération, parce que le temps que ça arrive, ces technologies-là, elles sont testées maintenant, elles sont utilisées, donc peut-être qu'elles vont coûter moins cher au club, avec des caméras peut-être plus précises, il y aura peut-être besoin de moins, enfin des trucs comme ça. Je pense qu'on est là-dessus, mais en dehors de ça, c'est des humains collés à la ligne, le reste. Deuxième chose, les expulsions. Est-ce que c'est pas une remise en cause Moi, je suis pas d'accord. Une remise en cause au final des décisions arbitrales de l'arbitre. Alors ça peut, mais ça dépend. Donc il y a une situation qui se présente. De l'interprétation de l'arbitre. Voilà, mais dans quelles sont les conditions pour l'arbitre d'utilisation de ce justement, c'est que c'est pas détaillé. Donc... en tout cas dans les expulsions, c'est pas grand-chose. Donc en fait, et en plus, précision que je dois donner, c'est que les tests sont d'abord effectués, comme on dit. En termes anglais, je n'aime pas trop ça. Offline, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication entre l'arbitre central et l'assistant vidéo pour la première saison, et ça sera online, donc entre les deux, à partir de la saison 2017-2018 au plus tard. D'accord. Le temps d'affiner les protocoles en fait. Oui, le protocole d'expérimentation est correct, mais c'est dans quelle situation? C'est-à-dire que est-ce que c'est l'arbitre qui se dit là. Il y a la faute, les joueurs sont par terre, les mecs se mettent autour, donc déjà on perd 2 minutes. Pendant ces 2 minutes où les joueurs gueulent parce que on parle du temps perdu machin, mais on en perd tout le temps pendant que l'arbitre est en train de jouer au surveillant dans une permanence. On connaît ça. Voilà, on connaît bien ça. Donc voilà, quitte à perdre le temps, tu l'utiliser pour voir quelque chose peut-être. Mais est-ce que c'est l'arbitre qui dit est-ce que tu peux, je pense que ça peut mériter un rouge, est-ce que tu peux me revoir l'action de tel joueur sur tel joueur, est-ce que je mets rouge? Voilà, dans ce cas-là, on essaye, on voit ce que ça donne en termes de perte en termes de temps à vérifier, mais de toute manière, je comprends pas le discours, c'est pas une remise en cause des arguments quoi, mais je comprends pas le discours est-ce que on enlève l'interprétation? Non, parce qu'au finalement, ça reste un arbitre vidéo qui va interpréter, c'est-à-dire que ça va juste permettre à l'arbitre de peut-être ôter son doute. C'est-à-dire, de toute façon, l'arbitre vidéo va revoir l'action, il va se dire, moi, à mon sens, mais en fait, au final, ça mérite ou ça mérite pas. C'est surtout t'enclenches l'arbitrage vidéo après qu'il ait mis une carte rouge, ou il y a doute. Voilà, c'est ça, c'est la question. Après, par exemple, là, sur le terme, alors c'est de la sémantique, mais on parle pas d'arbitrage vidéo. La vidéo remplace pas l'arbitre. Assistant vidéo. Voilà, c'est de l'assistance. La décision finale, elle est toujours prise par l'arbitre central, et c'est toujours à lui d'interpréter ce que va lui dire l'arbitre vidéo. C'est juste, en fait, le replay pour l'arbitre en se disant, je revois l'action, j'ai un doute. Est-ce que ça lève mes doutes ou pas? Si ça le lève pas, ça le lève pas. Il prend une décision tout de même. Et puis si ça le conforte dans sa décision. Alors voilà, après la question c'est pour ça qu'on l'expérimente, c'est de voir si ça fonctionne ou pas.
Mais ça coûte Et à mon rien avis, à ça personne. fonctionnera pas. Ça coûte rien à Je vais personne. dire pourquoi. Voilà, d'essayer, de voir. Et de toute manière, c'est le seul moyen de mettre d'accord les gens qui sont pour et qui sont contre. C'est d'essayer. Gabriel. Oui, mais moi je pense que avec l'expérimentation, on verra que ça marchera pas vraiment parce Et que ben dans ce cas-là, on l'évacuera. Non mais et puis déjà, ciao, quoi. non mais d'abord il faut voir. bah, alors avant de après dire faut que ça- j'explique Voilà. pourquoi. Oui, Enfin, c'est mieux. selon mes arguments. Parce que je pense qu'en fait, déjà oui, comme tu dis, dans quel cas il va mettre le carton rouge, est-ce que ça va le Parce que c'est avant de le est-ce qu'ils sortir. vont trop en avant. abuser aussi, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va siffler une faute, il va dire je vais demander la vidéo, alors que parfois c'est évident, des choses comme ça qui vont ralentir le jeu quand même, parce que même si c'est sur une phase Et puis, entre guillemets arrêtée, c'est-à-dire après l'action, il dit on va regarder la vidéo, ça hache le match. Ça dépend des championnats aussi, parce qu'en Oui, Angleterre, voilà. ils ont quand même tendance à ne pas donner de carton rouge, alors qu'en France, on a quand même une réputation, surtout ces 2-3 dernières années, de sortir des rouges assez facilement. Et, Alors- et est-ce que la vidéo est vue par le stade ou pas, ou c'est comme en rugby, c'est Ah, bonne question. Bah, pour parce que l'instant, là t'imagines le Ah bah, bordel avec ça. En rugby, le stade voit les le stade le ralentis. voit, mais en foot, pour l'instant, ouais. on n'a pas de détails. T'imagines là-dessus. dans le stade de foot. En plus, si le carton rouge, on n'arrive pas vraiment à savoir s'il y a rouge ou pas. Bah, c'est le ça problème. va- Et en plus, ça changera pas et des vraiment fois, les polémiques. Quoi. justement, dans les matchs, alors qu'il y a déjà beaucoup de cartons distribués, t'as des rouges qui sont oubliés. Si tu te fies à la stricte interprétation de l'arbitre, notamment sur les tacles par derrière, qui sont maintenant de plus en plus moins sanctionnés par un carton rouge, là tu peux en avoir des matchs avec des Parce joueurs que en moi, le moins. problème que je vois, c'est, soi-disant, c'est fait pour que l'arbitre se sente moins, enfin, plus en confiance. Mais imaginons, il y a une phase de jeu, il décide de pas mettre la vidéo, et les supporters, ils vont se dire, bah, pourquoi là, il veut pas regarder, et ça y aura toujours des polémiques. Donc, Oui, mais quoi qu'il arrive. ça, après, c'est dans ce sens-là que pour moi, il y a toujours De toute façon, même en rugby. Hein, C'est les pour ça que polémiques l'arbitre est aujourd'hui. toujours central, c'est que Bah oui. c'est à lui de décider que c'est son, est-ce qu'il veut utiliser l'outil ou pas. Je veux dire, quand on voit les matchs de rugby, parce que pour l'instant c'est un peu la référence en termes de sport collectif et d'utilisation de la vidéo, quand l'arbitre regarde 50 fois la vidéo, 50 fois s'il y a essai ou pas, quand il donne sa conclusion, t'as toujours des gens qui disent non, je suis pas d'accord. Pour moi, il y avait le haut vers le bas. Pour moi, il y avait machin. Mais finalement, l'arbitre il dit bon bah pour moi, je peux pas confirmer, je vote pas l'essai. Bah les gens ils peuvent gueuler autant qu'ils veulent. Hein. L'arbitre a décidé. Troisième situation, les pénaltys. Alors là, Alors va être, là, ça va être très très Ça drôle. va être sport. Hein. Notamment, alors là, je pense que vous allez en débattre. J'ouvre le Mhm. débat là-dessus. Ça va être sur les mains, sachant que avec la vidéo, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les mains, sur la volonté ou pas de toucher le ballon de la main. Des fois sur les ralentis qui quand même, des fois accentuent la réalité, c'est-à-dire que par exemple, un joueur peut très bien être légèrement déséquilibré et tu peux avec le ralenti avoir l'impression que le mec a plongé alors qu'il y a réellement contact et du coup et qui est réellement touché, donc on peut, c'est assez compliqué. La vidéo peut être à double tranchant dans ce genre de situation sur les pénaux. À quel moment il veut faire usage de la vidéo, en fait le problème se situe quand même globalement là sur à quel moment est-ce que c'est l'arbitre siffle pour lui situation de penalty, donc stop, on arrête le jeu, il vérifie machin, est-ce que tu peux me dire si pour toi il y a penalty ou non, mais voilà, mais dans ce cas-là faut faire avec l'accent du sud-ouest. est-ce que tu peux me confirmer s'il y a penalty ou pas penalty? Je le fais très mal, mais bon, non, ça va, ça passe bien. Là. Gabriel, sur les pénaltys. Puis c'est sur quelle situation? Les tirages de maillot? Qu'est-ce qu'on fait pour les tirages de maillot? Les pénaltys, donc toutes les fautes possibles et imaginables. Et c'est là que pour moi, là, c'est la limite de l'utilisation. Ouais, pour moi, c'est la limite extrême du. Sachant qu'il y a un truc qu'on oublie dans les règles et que même les arbitres oublient, c'est que t'as le droit au coup franc en direct dans la surface. Ouais. C'est que selon la faute, t'as le droit de pas siffler penalty, de siffler coup franc indirect. Mais les arbitres ne le font pratiquement plus. Sur on a quasiment oublié ce que ça veut la dire. vidéo à part sur les passes en retrait au gardien, quoi. La vidéo sur les pénaltys, je suis plutôt contre parce que c'est pendant le jeu, ça dénature un peu l'interprétation de l'arbitre. Comme tu dis, en plus, la vidéo va pas forcément résoudre le problème parce que. Bah non, des fois on dit tu seras pas d'accord selon voilà. tu supportes tel ou mais ça, on s'en fout parce que c'est pas notre problème. La décision, c'est à l'arbitre de la prendre. Qu'on soit d'accord ou pas. Ah ouais, mais ça va pas être simple hein, pour le coup. Parce que on est déjà pas d'accord maintenant sans la vidéo, donc alors à rigueur, si l'arbitre lui, ça peut un peu le conforter dans sa décision. Nous après derrière, c'est son problème à lui. Hein.
Bah là, du coup, on va plus pourrir maintenant. Là, c'était l'arbitre central qu'on pourrissait avant la vidéo, je pense. Et maintenant, je pense que c'est l'assistant vidéo qui sera pourri. Enfin, qui sera le problème, insulté par. Le problème, ça sera plus arbitre enculé, ce sera assistant vidéo enculé. Le problème là sur cette phase de jeu, c'est que pour moi, le foot, c'est un sport où le scénario il va de la première à la dernière minute. Et si tu commences à le hacher toutes les 5 minutes, surtout en Ligue 1, t'imagines, alors là, c'est plus possible, quoi. Oh mon dieu. Oh mon dieu, les matchs. Parce que le ballon sur Goal Line Technology, ça va. C'est après l'action, tu regardes, ça prend 2 secondes, ça vibre, il y a but ou pas. C'est pour ça que je pense qu'il y a forcément moyen d'utiliser l'assistance vidéo dans le foot, mais il faut trouver les moments où t'as des arrêts. C'est-à-dire que même actuellement, des moments où voilà, t'as du temps où il se passe rien, où le jeu est arrêté ou machin. Parce qu'en rugby, tu peux le faire parce que le rugby, c'est des phases de jeu, c'est des moments où tu peux avoir des arrêts. Mais le foot, c'est un scénario qui est vraiment de la première à la dernière minute. Donc si t'as achat toutes les 2 minutes par des arrêts de jeu, ça. Ouais, j'ai pas envie de voir du football américain. Voilà, c'est ça. C'est très bien le football. Mais alors là, le football américain, c'est carrément un sport de phase. Donc entre deux phases, là du coup c'est possible. Mais ça dure 3 heures un match de football américain. Là j'ai pas envie qu'un match de foot dure 3 heures. Oui, parce que là. Et donc 4e situation, celle où j'ai le moins de désaccord, avec la première qui est évidente, l'identité des joueurs qui ont commis les fautes. Mais attention, par contre, c'est rien de précisé là-dessus. J'espère que c'est seulement en cas de carton, qu'on se trompe pas en fait de carton, comme ça peut arriver par moment d'expulser le mauvais joueur. Oui, ça va parce que c'est. Mais j'espère que c'est pas sur la moindre faute on va dire monsieur arrêtez alors qu'il se trompe de joueur. Oui, non, mais ça peut être sur ça peut être comique. Hein. Un arrêt de jeu sur une par exemple une touche, le temps que la touche se fasse, l'assistant vidéo dit à l'arbitre central sur la dernière action, tu l'as pas vu, mais il y a un contact illicite entre ces deux joueurs là. Et dit au moment de faire la touche, au fait messieurs venez, l'assistant vidéo a repéré un contact inapproprié. Ça peut être par exemple comme ça a été fait pour le coup de tête de Zidane, c'était hors du champ de l'arbitre central. Oui, mais sauf que nous étions en 2006. Voilà. Et que la vidéo était utilisée alors que c'était pas possible. Voilà. Mais la situation c'est celle-là où l'avait pas vu, et dans ce cas-là, a posteriori dans l'action d'après, au moment où il y a un arrêt de jeu, un 6 mètres, quelque chose, il dit en fait sur l'action d'avant, il y a un contact qui est pas normal, donc appelle les deux joueurs et pour moi il y a carton pour tel joueur. Voilà. Voilà, c'est faisable. Et c'est profiter de l'arrêt de jeu qui est inhérent au sport, dans ce cas-là, tel qu'il est. Quoi. Là, c'est pareil. Moi, c'est aussi celle qui me choque le moins. Après, ça dépend comment elle est utilisée. C'est-à-dire, quand il met le carton, s'il a oublié qu'il avait mis un premier carton jaune. Toutes les propositions. Ah oui, comme pour Simonic, le Croate qui avait pris 3 cartons jaunes. Toutes les propositions on peut les entendre. Maintenant, c'est comment c'est utilisé, dans quelles circonstances, et ça passera par l'expérimentation. Et ils vont tester des choses. Ils vont tester de l'utiliser souvent sur plein de trucs. Ils vont voir les moments où ça ne leur permet pas. Par exemple, les tirages de maillot, les machins. Les mains, est-ce qu'ils vont se rendre compte que par exemple les mains, l'assistance vidéo fonctionne pas, donc les arbitres d'eux-mêmes ne l'utiliseront pas, parce qu'il va y avoir un écrémage sur les situations que les arbitres vont utiliser. Donc il faudra voir par l'expérimentation, il y a que ça qui fonctionne. L'effet pervers, c'est qu'après les arbitres vont l'utiliser plus qu'il ne faut, vu qu'ils vont faire beaucoup moins sur 2, et ça c'est le problème aussi. Alors revenons sur encore 4 points différents qui vont être expérimentés dans la vidéo. Enfin là c'est plutôt en finale une réforme des règles en soi plus que de la vidéo, là en l'occurrence. C'est voilà le tic de langage en l'occurrence. La triple peine, penalty, carton rouge, suspension, c'est une réforme, c'est pas une annulation complète, c'est-à-dire que je cite ce qui a été dit sur le site de l'équipe par Gianni Infantino. Si le gardien ou un défenseur dans la surface essaye d'aller au ballon, d'aller au duel de manière correcte et fait la faute, il n'y aura pas de carton rouge, seulement un jaune. Pour tout autre cas, jeu violent, but empêché, il y aura carton rouge. Cela rentre en vigueur le 1er juin pour l'Euro et la Copa América. Oh mais alors là, il y a le vicieux, c'est-à-dire que le gardien peut très bien sortir, faire la faute et empêcher le but. Et comme ça dit, empêcher blocage du but, c'est expulsion. Donc il met rouge quand. Alors la réflexion est bonne, c'est-à-dire que je pense qu'il faut en finir avec cette expulsion de gardien. Ça je suis d'accord. La triple peine, c'est pas que les gardiens. Oui, pas que les gardiens. Oui, mais en général le défenseur qui fait la faute alors que il annule l'action de but, c'est souvent une faute grossière. Hein. C'est le tacle par derrière dans FIFA quand t'es désespéré. Quoi. Tu prends rouge, tu le sais que tu vas prendre rouge. Le tirage de maillot. Voilà, ça tu le sais. Mais en général les gardiens c'est sur la sortie où voilà peut y avoir contact, faute, voilà. Ah par exemple,
Fabien Barthez à la finale Valence-Marseille en 2004. Voilà. Voilà, c'est genre cette France-Allemagne. situation-là. Donc il y a ça longtemps. concerne beaucoup plus quand même les gardiens que les défenseurs qui, quand ils font la faute en général dans cette position-là, c'est que les mecs ils sont désespérés, ils sont prêts à tout. Ils préfèrent prendre le rouge que prendre le but. Le gardien, lui, de toute façon, il va sortir pour empêcher. Qu'on lui inflige un penalty à la rigueur, déjà c'est déjà pas mal. Et puis à la rigueur a posteriori, tu peux faire ça. Oui. C'est-à-dire Voilà, exact. tu lui mets un jaune et puis tu revois et tu envisages peut-être une suspension après une audition ou quelque chose. Mais voilà, c'est combien de fois la situation, tu te dis, putain, le rouge quand même c'est raide pour le truc là. Ouais. Le mec carton rouge penalty, voilà, ouais. le mec plonge bien, t'as juste le joueur qui pousse un peu le ballon et le gardien dans sa lancée, il peut pas esquiver le joueur. Ou le joueur carrément rentre dans le gardien, parce que le gardien, des fois, les joueurs peuvent sauter par-dessus pour l'éviter. Mais non, il se laisse faucher pour... donc, voilà. Là, ça peut franchement être très utile, quoi. Donc, quelques nouveautés. Le ballon coup d'envoi n'aura plus obligation d'être joué uniquement vers l'avant. C'est-à-dire que maintenant, dans les coups d'envoi, tu peux aussi faire la passe directement vers l'arrière. De toute façon, il est joué latéralement, le coup d'envoi. Les mecs se font la passe et puis en général ils envoient aux défenseurs au milieu de terrain derrière, donc ouais, généralement ils envoient limite vers la touche justement. Ça à la limite ça peut être intéressant tactiquement, je sais pas si tu l'envoies derrière après enfin ça dépend, faut voir. Ce sera pas un gros changement, c'est Mais juste ouais, un ça va usage pas en faire fait, un usage qui rentre quoi. Un joueur ayant subi une faute sanctionnée d'un carton jaune ou rouge pourra désormais être soigné sur le terrain. Ceci afin de ne pas donner d'avantage numérique à l'équipe adverse. Ça, je trouve ça très bien. Oui, moi aussi, c'est intéressant. Ça, je trouve ça très bien puisque tu peux blesser volontairement un joueur et non seulement échapper à la sanction, mais en plus Exact. que l'équipe se retrouve en infériorité D'accord, numérique. mais le temps qu'il se fasse soigner, c'est comme s'il était pas sur le terrain. Mais si, justement, parce que il se fait soigner sur le terrain, donc à mon avis le temps va être arrêté. Enfin, Ah oui, s'il est soignable sur le terrain, dans ce cas-là, on lui fait les soins puis Voilà, on reprend le c'est jeu ça. après. Voilà, c'est ça. d'accord. Je pense que c'est Ok. ça. Ouais. Donc ça va faire aussi encore plus d'écart, mais au final, au niveau de l'équité sportive, Ouais, c'est ça, je préfère aussi, ouais. plus intéressant. Et enfin, dernier, Surtout quand il doit faire tout le tour du terrain pour rentrer. c'est vrai qu'il y aura plus la mascarade avec l'arbitre qui Ouais, ça, refuse que le mec rentre alors qu'il est prêt. Et enfin, l'arbitre aura le droit d'expulser des joueurs qui se sont battus avant le coup d'envoi. C'est quand même assez rare. Hein, Ou ce dans le genre. couloir, pendant un match de coupe, coucou la Sina. Après c'est possible, ça je savais. Après c'est déjà arrivé. Ouais, Bah, mais c'est- avant, c'est quand même, Avant, c'est rare, quand même ouais. rare. Alors, Mais dans ce c'est- cas-là, moi, j'expulse Boudbouz et je sais plus les Montpellier qui s'étaient frictionnés à l'échauffement Non, mais entre... t'imagines, les deux équipes rentrent sur le terrain, tu te mets, il fait. Bah, ils sont que 10. Ah oui. Ah bah oui, bah, ils se Qu'est-ce sont qui s'est battus pas- avant de rentrer, ils ont pris un rouge. Ah, bah, autant pour moi, je ne Ouais. savais pas. Bon, en général, c'était plus à la mi-temps quand même, et puis de toute façon, à la mi-temps, il y a déjà possibilité d'expulser un joueur, donc. En tout cas, conclusion sur... Et il y a pas, toujours pas de, donc du coup, la suspension temporaire, toujours pas. Non. Parce qu'à encore à la rigueur, il faut que Ah j'arrête. bah ouais, mais non, mais alors là, si pour le coup, avec quand même la vidéo expérimentée, à mon avis, t'as plus de chances d'avoir encore plus de cartons qu'avant. Alors si en plus tu rajoutes des suspensions temporaires, les équipes elles vont finir pour certains moments à Ouais. 6 ou 7. Hein. Non, j'exagère, mais chaque chose en son temps. Déjà, il y a un Oui, premier non, mais pas. ça aurait pu rentrer dans. Il peut y avoir un premier pas en avant dans le monde du envisager foot. l'utilisation de ces suspensions temporaires. Déjà, de 5 comme tu minutes. l'as dit, le board, c'est une révolution. Ah oui, Modifie alors un quand peu eux ils bougent, modifie un peu les règles, donc c'est le conseil des anciens, quoi. C'est. C'est ça. les sages. Oui, non, mais c'est ça. Hein. Voilà. Eh ben, je pense qu'on a compris. Hein, on a compris que Mallory était largement favorable à cette expérimentation de la vidéo. Voilà. Je suis Gabriel n'est pas contre, mais a quelques réserves Voilà, c'est ça. là-dessus. Et pour ma part, je suis plus du côté de Gabriel, mais j'ai bien entendu les arguments de Je Mallory. suis pas spécialement pour la vidéo. Même quand on a des débats, il y a des trucs. Là, on se rejoint, c'est sur la façon dont ça va être fait. Bah, c'est c'est ça ça. qui me, parce que pour l'instant c'est un Ah oui, peu mais là, flou pour encore c'est le sur- flou oui, pour voilà. tout le monde. Hein. De Moi, toute façon, mon côté plus positif que vous, à la rigueur, c'est j'attends juste enfin, je veux voir l'expérimentation. Puis de l'expérimentation, on ah bah tirera les maintenant, conclusions. Mais voilà, Oui, si c'est pas c'est le truc nul, que j'attends, voilà. si ça marche pas, je rejoindrai les autres en disant c'est bidon, ça sert à rien. Il y a- c'est pas le truc que j'attends avec impatience. Oui, moi non plus. Non, mais il serait temps quand même en 2016 qu'au moins on essaye, quoi. Mais voilà, il faut un essai. Et ben voilà, fin de ce 103e numéro de Passion Foot. Vous voyez, à 3, on a bien monopolisé la parole. C'était respectueux. Il n'y a pas eu de blague foireuse à la Camille. C'était génial. Oui, tu me comprends, Malo. Non, mais moi, il me fait rire, Camille. Ouais, moi, il me fait rire. Par moment, mais voilà. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Et du coup, je vous souhaite une bonne semaine et allez Paris mercredi. Ciao!
Ciao. Ciao.